je n'étais pas assez rusée, je serais tombée dans le panneau comme une gosse. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Que le gardien de l'Ouest t'a laissé pénétrer l'académie? Tu devrais savoir que ce genre de conneries ne marche pas sur la dame de fer que je suis. Non mais regardez-moi cette salope, c'est exactement ce quoi je m'attendais. Au fait, j'ai oublié de te montrer le truc, et je vais forcément t'intéresser, tu verras. Mais attends, c'est le médaillon de mon fils, ça non? Se pourrait-il qu'il a vraiment infiltré l'académie démoniaque? Et dire que ce bâtard a osé violer les règles du culte? Bon, qu'est-ce que tu me veux? Suis sûr que tu me veux quelque chose, alors parle. Notre protagoniste lui dit qu'il tient à ses subordonnés plus que tout, il demande à ce qu'elle les libère tous. Ah, sans oublier le garde Jean. Et qu'est-ce qui me prouve que vous êtes louable? La négociation doit être équitable. Enfin, si vous voulez tous les libérer. Mais bien sûr, on ferait comme tu dis. Interpellant un garde derrière elle, elle lui demande d'aller vite libérer les prisonniers et les amener ici. Qu'il l'exécuta aussitôt sur le regard de Chéon qui ne s'inquiétait même pas. Elle lui demande ensuite de prouver sa sincérité en lui disant où est son enfant, puisqu'il est venu seul, celle-ci compte envoyer un seul de ses hommes. Notre protagoniste lui fait comprendre que ses hommes le détiennent à la grotte de détention de l'académie. Et dire qu'il se laisse berner aussi facilement? Non mais quel idiot. Je pensais qu'il était malin mais il a encore du chemin à faire. Du chemin, du moins s'il parvient à sortir d'ici vivant. Tout souriante, elle se dit qu'elle va bientôt reprendre le contrôle de la situation après avoir éliminé tous ses subordonnés. Lui jetant un médaillon, notre protagoniste lui dit qu'elle n'a qu'à montrer ce médaillon, comme ça ses subordonnés ne les toucheront pas. Sauf qu'intérieurement elle se dit: j'ai enfin ta garantie, bouffon. Notre protagoniste lui fait savoir qu'il n'a guère l'intention de libérer ses fils tant qu'ils n'ont pas fait d'échange correct. Alors ne tente rien de stupide, compris? Bon, tu as entendu, non? Elle demande au doyen d'aller à l'endroit indiqué pour chercher ses enfants. Mais par télépathie, tu as intérêt à ramener les enfants sains et saufs après les avoir tous tués, compris? Aussitôt le bourreau avait exécuté l'ordre de sa maîtresse. Mais pour notre protagoniste, si seulement elle pouvait savoir que j'ai tout entendu. Ceux-ci bien groupés à vive allure s'étaient déplacés pour vite aller et vite revenir. Et intérieurement elle se dit: mon oncle a le niveau d'un maître supérieur, donc tes petits subordonnés de mes deux vont tous y passer. Attends un peu qu'ils reviennent et tu connaîtras une mort misérable. Après quelques minutes à l'académie du culte démoniaque, le gardien qui est en charge de surveiller les lieux ne s'est même pas rendu compte que des gens y ont pénétré. Et dire que la surveillance de cette académie est aussi minable. Même si on l'avait tué quand il était encore ici, personne ne s'en serait rendu compte. Plus vite que le son, ceux-ci étaient maintenant à l'intérieur de l'académie démoniaque, lequel en accélérant il les dit qu'ils doivent se cacher dans les montagnes, et une fois qu'il sera sorti de la grotte qu'ils attaquent les subordonnés de Chéon et Oo. Ceci étant dit, il continue seul comme prévu. Wow, pas trop tôt. Enfin l'arrivée? Putain, c'était pas du bluff avec ces petits condidos. Quoi? Qu'est-ce que... Et effectivement, pléthore d'instructeurs se trouvait dans la grotte, lequel le doyen hurle à ce bouffon pour qui il se prend d'entrer comme ça dans l'académie. Est-il fou? On lui demande de vite poser son arme ou sinon il devra en payer le prix fort. Merde, est-ce qu'il nous aurait piégé ce bâtard? Putain, nous devrons quitter cet endroit au plus vite. Merde, comment ose-t-il nous tromper? S'arrêtant un moment pour mieux observer, il n'arrive pas à comprendre comment ça a pu arriver. Devant lui se tenait une silhouette qui bien évidemment avait déjà tué tous les intrus, lequel vous et moi connaissons très bien à qui appartient cette silhouette. D'un bond de l'assaillant avant même qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit, sa tête était même déjà partie à son plus gros chromatisme que celle-ci ne comprend pourquoi son oncle prend autant de temps. Non mais c'est quoi cette impression? De l'inquiétude? Que veux-tu dire? Notre protagoniste lui dit qu'il sait qu'elle avait prévu de tous les tuer et de sauver ses enfants par la même occasion. Est-ce qu'elle est inquiète car ils ne sont toujours pas là alors que ça fait déjà plus d'une heure? C'est seulement à cet instant qu'elle comprit qu'elle s'est fait avoir. Se levant, elle demande aux autres subordonnés de foutre le camp et de retourner au clan des ténèbres immédiatement, mais un des subordonnés a aperçu un ennemi. Et effectivement, la même silhouette que nous avons aperçue à l'académie venait de se montrer une fois de plus dans les airs, lequel atterrissant de tout son charisme étant tellement ensanglanté même jusqu'aux chaussures, tenant par-dessus tout le cadavre de l'oncle de cette salope qu'elle ne comprit rien. Dépassée par les événements, celle-ci faisait face au gardien de l'Ouest, lequel se tenait devant elle imposant une redoutable colère qu'elle s'empressa de lui demander ce qui l'amène dans ses pitreries. Notre protagoniste, ravi de son travail, lui félicite. Mais c'était 3 fois rien pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Se pourrait-il que le gardien de l'Ouest soit son subordonné? L'interpellant à haute voix, comment une famille de gardiens soutient-elle un candidat qui n'a même pas encore été reconnu comme vice-chef? N'est-ce pas là une violation des lois du culte? Il me semble pourtant que la bataille pour la place de vice-chef est déjà terminée. Mais qu'est-ce que tu de blattes? Je vois que tu as encore de l'espoir, mais vieille. Tu pensais réellement avoir déjà gagné? Elle lui fait comprendre qu'il a probablement pris confiance maintenant que le directeur de l'académie est présent, mais il ne devrait pas la provoquer. Mais intérieurement, elle se dit qu'elle doit prendre les otages avec elle et d'abord retourner au clan des ténèbres. Si elle veut les affronter, elle aura besoin de l'aide des autres clans principaux. Voulant dire quelque chose sur le garde Jean, un soldat vient l'annoncer qu'il y a une urgence. Il semblerait qu'il soit encerclé de partout par des individus qui n'ont pas de visage. Le pas en avant brièvement, le 11e aîné a l'impression qu'il est arrivé à l'heure. Il a fallu de peu. Putain, mais c'est qui encore cette personne? Moi, Wanui, chef du clan des fantômes voleurs, se présente devant le jeune maître après avoir exécuté ses ordres. C'est un excellent travail, et donc, comme est-ce qu'ils vont? Putain, de quoi est-ce qu'il parle? Ce serait lui le 11e aîné? Il semblerait que vos subordonnés ont seulement des blessures internes, donc rien de très grave. Mais pour ce qui est de votre garde, c'est autre chose. Il peut mourir à tout moment.
Mais à sa plus grande surprise, le 11e était tout bonnement choqué sur la puissante soif de sang écrasante du jeune homme qui se dit avoir seulement 20 ans, faisant valsiner cette pute qui s'est cru tout permis, lequel le gourou du démon céleste venait de se déclencher, annonçant pléthore de mort imminente que son aura était tellement intense qu'il se voit aspirer à leur plus gros désarroi. Et dire qu'il a même rallié le clan de fantômes volants à sa cause? Putain, je m'attendais pas à ça. Aurais-je perdu face à lui? Non, non, je refuse. Après tout ce que j'ai fait pour que le clan des ténèbres devienne le meilleur clan du culte, et c'est comme ça que ça se termine? Non, je ne... Lui coupant la parole m'incule et hurle qu'ils tiennent des otages alors qu'ils ne font pas les malins, sinon ils perdront la vie. Avec cette allure, Go Angel et Eobong étaient prêts à trancher ces idiots de bas étage qui se prenaient de haut. Et c'était pas du bluff pour son œil si cette dame de merde n'y croyait toujours pas. Le chapeau de paille tombé au sol, elle hurle le nom de son fils Muéon qui lui rétorqua doucement qu'il n'a aucune excuse alors que son frère ne sait quoi dire. C'est seulement maintenant qu'elle se rend compte qu'elle est dans la mer. Se mordant les lèvres jusqu'à pisser du sang, elle s'était mise en genoux pour une première, lequel Muéon hurla le nom de sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle fait? La tête brisée au sol, celle-ci admet sa défaite. Elle promet qu'à partir de maintenant elle le reconnaîtra comme vice-chef, mais qu'il ne fasse de mal à ses enfants. Elle supplie aussi pour la vie ses hommes. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Par télépathie, elle lui demande de la fermer pour cette fois. Qu'ils vivent ensemble cette humiliation, mais qu'ils n'oublient pas qu'ils doivent se venger une fois son oncle sera revenu. Même si elle doit s'incliner 1000 fois pour le sauver, elle le fera donc s'il tient à sa mère qu'il la boucle. C'est en ce moment je me dis, elle est au courant pour Nano qui permet à Chéon de tout entendre? Bah non. Continuant dans ses dires, elle jure que le clan des ténèbres ne s'en prendra plus jamais à lui, qu'il les épargne par pitié. Bien sûr, notre protagoniste n'est pas du genre à tuer les gens qui supplient pour leur vie. Tu peux les relâcher tes cartes s'il te plaît? Attends, vous n'êtes pas quand même sérieux? Quoi, c'est tout? Mais bon, j'imagine qu'il est déjà allé assez loin comme ça. Le problème c'est que, la dame de fer laissera-t-elle passer une telle humiliation? Pendant que Go Angel essaie de négocier avec son seigneur par rapport à ses dires de les relâcher, notre protagoniste continue en disant qu'il les laisse et s'écarte. Quel bâtard, tu vas le regretter. Avant même qu'elle ne finisse de ricaner, que Chéon lui demande comment une pute comme elle ose implorer son pardon en baissant simplement la tête. Celle-ci, ne comprenant pas trop les dires de l'antagoniste, se tuait à ne pas croire ce qui allait se passer juste sous son nez, là où le gourou de notre antagoniste avait pris les particules de ces imbéciles. D'un coup, le bras de l'un est parti de l'autre, ce fut un autre bras suivi d'une tête qui se demande quand est-ce qu'il est mort, que Muéon souffrait le martyr car tous ses membres avaient été tranchés. Le visage ensanglanté de l'antagoniste ne défaillant guère donnait d'innombrables frissons à Muéon qui sait que la fin est proche sous le regard intrépide et impassible de Chéon qui s'apprêtait à trancher ce qui lui servait de noix de coco, qu'elle hurla à plein poumon le nom de son fils. S'en foutant royalement, il venait d'envoyer ce dernier dans les abysses, que même la victime en question ne s'est rendu compte de rien du tout sur le regard vide de la dite dame de fer qui osait prendre tout le monde de haut, que ici la majorité avait perdu leur français face à un tel spectacle, laissant Macu et Go Angel sans voix. S'approchant du cadavre de son fils, elle ne peut tout simplement pas y croire. Comment une telle chose a pu se produire? Comment c'est arrivé à ce niveau? Non mais comment? Est-ce douloureux, sale pute? Je demande si c'est douloureux? Tu vois cette douleur? C'était exactement le même que j'ai ressenti. C'est ton tour à présent. En colère, on lui demande pourquoi a-t-il fait ça au jeune maître Muéon. De ses méfaits il doit, mais à leur plus gros désarroi le chemin fut barré qu'ils ne comprirent rien, lequel tenant son épée fermement on les met au défi d'essayer de passer la ligne qu'il a tracée s'ils ne tiennent guère à leur tête. Mais n'écoutant pas les dires de ce bouffon, il compte bien l'écraser le crâne, permettant à sa fureur de s'amplifier à son paroxysme, sauf qu'il fut neutralisé avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit sur le regard moqueur de Wanoï qui était si fier de lui. S'approchant du visage de son enfoiré de fils, elle n'arrive pas à y croire. Comment a-t-elle pu arriver là? Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu peux me le dire? Elle lui demande pourquoi est-ce qu'il lui a fait une telle chose. C'est pourtant elle qui l'a piégé, alors pourquoi est-ce qu'il a tué ses enfants? Mais pour Chéon, cette pute ne manque vraiment pas de toupet. Comment ose-t-elle implorer son pardon alors qu'il a tué sa mère? Pardon? Qu'est-ce tu veux dire par là? Fouillant dans sa poche un instant, il venait de lancer une lettre juste devant celle-ci qui ne comprend rien à la situation. Mais comment? Sauf que dans la lettre était écrit: Cher Chéon Yeowoon, ici Chéon Jong-soon du clan de Poison, j'ai quelques informations à te donner concernant la mort de ta mère. Pour savoir comment c'est arrivé, retournons un peu dans le passé. Et effectivement un peu plus tôt, donc 10 heures avant maintenant, plus précisément à 16 heures au clan du Poison. Pour ceux qui le connaissent, il s'agit de Chéon Jong-soon, l'héritier du clan du Poison qui s'est fait détruire son dadian par Chéon au début. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir le début. Celui-ci étant sur son lit de malade demande à une personne s'il est de retour. Est-ce qu'il a des nouvelles concernant les mouvements du clan des ténèbres ces derniers temps? Son subordonné lui fait comme que d'après leur guerrier espion infiltré à celui des ténèbres, il semblerait qu'une subordonnée de Chéon Yeowoon ait été capturée. Les subordonnés de Chéon Yeowoon, ils les ont capturés alors qu'ils tiennent à eux plus que tout. C'est une occasion en or, chef de brigade Yeowoon. Notez exactement ce que je vais vous dire. Donc c'est à cause de cette lettre qu'il a appris que j'avais enlevé ses subordonnés, de même que les circonstances de la mort de cette salope que même le Seigneur ignore, et dire que je me suis fait avoir par un insecte pareil. Oui, c'est moi qui l'ai tué, et alors? Elle lui hurle qu'il aille se faire foutre. Oui, elle a tué sa salope de mère, et alors? Il cherche à se défouler, c'est ça? Un misérable insecte comme lui ose s'en prendre à elle? Ne sait-il pas qui est son frère? Il n'en fera qu'une bouchée. Étant arrogante, elle voulait dire un truc, mais ses yeux ont été crevés par Chéon, lequel en hurla de plein poumon d'agonie. Le cri était tellement intense qu'ils se firent entendre à des kilomètres. Le sang ne cessait de couler abondamment, qu'elle hurla pour ses yeux car elle ne pouvait rien voir et la douleur était inimaginable. Putain de merde, ses pupilles, elle ne peut plus voir. Que quelqu'un l'aide. Chéon lui fait savoir qu'une salope comme elle ne mérite pas de voir. Ce sale bâtard repugnant
s'indignant comment a-t-il mais ce fut le tour de la bouche aussi qui avait été tranché la mettant dans l'incapacité de parler qui lui firent comprendre une fois de plus qu'une pute de son état n'a pas le droit à la parole. En colère on lui demande pour qui il se prend de faire une telle chose, n'a-t-il pas peur des conséquences? Il appuie qu'ils sont les forces principales du clan des ténèbres donc il doit savoir que le premier-né ne sera pas content quand il apprendra la mauvaise nouvelle non. Mais notre protagoniste lui fait savoir que ça serait merdique s'il l'apprend jour. Mais il est certain que ça n'arrivera pas n'est-ce pas? Tendant sa main rapidement grâce à la télékinésie une porte s'était ouverte lequel à l'intérieur tous les membres restants du clan de poison sont tous morts ne laissant derrière eux aucun survivant y compris Cheon Jong-soum l'héritier actuel de ce dit clan. Il ne voit pas de quoi il parle alors le clan des ténèbres se sont entretués avec celui du poison. La plupart d'entre eux étaient tous bonnement horrifiés de tels dire qu'ils ne sut quoi faire et quoi dire. Notre protagoniste dans sa folie les donne un ordre en tant que vice-chef. Ils sont priés de tous les tuer jusqu'au dernier, qu'il n'en épargne aucun. À vos ordres, vice-chef. Se déplaçant rapidement à la vitesse de la lumière ceux-ci déterminés à trouver leur valeur au 7e prince avait commencé une boucherie les plus horribles qui soient, les pleurs, les cris de souffrance et d'agonie, résonnaient de partout à leur plus gros chromatisme. D'un coup vite du directeur au moins une cinquantaine étaient tombés suivis du gourou du 11e aîné qui prenait son pied à tous les déchiqueter lequel les cris des lames et des gens qui appellent à l'aide étaient de trop. Quelques voulaient même fuir les lieux car ils veulent vivre mais se sont fait tuer sans même qu'ils s'en rendent compte de quelque chose, c'était devenu un objectif à atteindre à tout prix. La fuite qu'il court et ne regarde pas derrière. Mais même jusque-là c'était ben perdu. Les suppliant pour sa vie disant qu'il a une femme et des enfants qui l'attendent. Pitié qu'on le fasse rien. Pitié pour au moins sa fille qu'il aime. Mais ici on s'en foutait. Les ordres du prince sont absolus. Ils doivent tous mourir il a dit. Non c'est pas vrai, c'est forcément un rêve ou alors c'est moi qui délire à cause de la douleur. Mes hommes sont en train de se faire massacrer juste devant moi et je peux rien faire. D'une pression énorme la face de cette pute avait bouffé du sol lequel Cheon lui fait comprendre dès que ses cris cesseront ça sera à son tour de mourir est-ce qu'elle comprend? Quoi? Je vais vraiment mourir dès que ces cris cesseront? Cheon et Owoon enfoiré. Non, non, je peux pas encore mourir. Je veux pas mourir comme. Pitié que quelqu'un m'aide. Pitié, pitié. D'un mouvement de l'épée très fluide le gardien de l'Ouest très ensanglanté se tenait devant d'innombrables cadavres appartenant aux deux clans lequel très fier dit au 7e prince qu'ils ont terminé la mission. Notre protagoniste dit à l'aîné Wanoi qu'il se rende au manoir du clan du poison, qu'il demande à ses hommes de fouiller leurs réserves en poison et de les injecter sur les cadavres des guerriers du clan des ténèbres. On lui fait comprendre ici que c'est une excellente idée. Se tenant à présent devant cette pute il lui fait savoir que c'est à présent son tour. Comme il lui avait promis c'est l'heure de retrouver ses chers enfants. Mais une dernière chose, qu'elle s'excuse auprès de sa mère si une fois en enfer elle la raconte. La dame de fer connue sur le nom de Dame Mo était tombée de la main de notre protagoniste Cheon et Owoon. Après la mort de la Dame de fer, les nouvelles étaient sur toutes les lèvres au sein du culte démoniaque le jour suivant. Le clan du poison déjà affaibli par leur combat avec celui des ténèbres, avait été totalement anéanti. Mais le plus choquant encore était que le clan de ténèbres semblait être à l'origine de ce drame. Certains disaient que le clan de ténèbres est dans la merde jusqu'au cou, d'autres n'arrivaient pas à comprendre comment l'un des 6 clans principaux avait été anéanti en une seule nuit. Au bureau des fantômes volants un doyen dit qu'il a déjà envoyé leur agent pour reprendre des rumeurs, lequel on lui félicite. Le 11e aîné se dit que Cheon et Owoon est vraiment intéressant, en effet le clan des fantômes volants avait prévu rependre des mensonges mais les ordres de ce dernier étaient tout simplement incroyables. Franchement le 11e a envie de voir la tête que fera le chef de clan des ténèbres. À la résidence des invités du clan des fantômes volants, Cheon n'arrête pas de s'inquiéter. Et Obong dit à Go Wangel que leur prince doit sûrement être fatigué après tout ce qui s'est passé hier. Go Wangel lui fait savoir qu'il a raison. Minkyu est vraiment inquiète par rapport à son amoureux. Soudain la porte s'est ouverte à la surprise de notre protagoniste lequel sortant ensanglanté le médecin du culte démoniaque dit qu'il est épuisé. Mais il se demande tout de même si le 12e aîné a attendu pendant tout ce temps à l'extérieur. Que Cheon s'empresse de lui demander si le garde-Jean se porte bien. Mais intérieurement il ne pouvait pas savoir que Cheon était aussi prévenant. Il faut dire qu'il est venu l'appeler en pleine nuit pour qu'il s'en occupe personnellement. Le voyant il n'imaginait pas qu'il était aussi insensible. Cet homme est vraiment important pour l'aîné Cheon, mais étant désolé de devoir lui dire une telle chose mais, avec tous ses dents arrachées il risque de devoir se nourrir de porridge jusqu'à la fin de sa vie. Attends, mais si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que le garde-Jean est en vie. Le médecin lui fait comprendre qu'il n'a plus besoin de s'inquiéter car sa vie n'est plus en danger. Ses subordonnés voyant la réaction du prince approuvent aussi le rétablissement du garde-Jean, mais le médecin les fait comprendre qu'ils ne doivent pas faire autant de boucan car le patient a besoin de repos, qu'ils comprirent et demandèrent pardon. Après, Eobong demande à son prince de se reposer un peu maintenant que le garde-Jean se porte bien. Go Wangel est du même avis que son camarade mais Cheon ne dit aucun mot. S'arrêtant un moment à leur surprise il les fait comprendre qu'il semblerait qu'il n'ait pas de temps à perdre. D'après le 9e aîné le seigneur sera de retour bientôt au culte. Donc avant ça il doit trouver 2 autres témoins. Choqué par les dires de celui-ci notre protagoniste se dit qu'ils se sont débarrassés facilement de la dame de fer car le chef de clan et le seigneur du culte n'étaient pas présents.
mais une fois qu'ils seront de retour ils chercheront à le contrôler par tous les moyens. Il doit finir tous les préparatifs avant qu'ils ne reviennent. Eobong dit qu'il y a actuellement 4 aînés au sein du culte en comptant bien sûr notre protagoniste. Étant donné que le 11e doyen lui a déjà donné son approbation, il ne reste plus que 2 aînés. Mais il pense qu'ils pourront facilement persuader le 9e aîné assez facilement. C'est vrai mais... ils iront rencontrer le 11e aîné quand sa machaque sera guérie. Go Wangel ne peut que soutenir son prince dans sa décision. La tête haute et déterminée, il les fait comprendre qu'ils iront au clan de l'épée démoniaque meurtrière. Eon Muwa, chef du clan de l'épée démoniaque meurtrière et 10e aîné, est la seule femme à cette position avec Ang Soyu, la chef du clan de son état 4e aîné. Sauf que par rapport à d'autres elle est la seule pratiquante d'arts martiaux de son clan. D'après les dires, il y aurait 2 personnes qui donnent du fil à retordre au seigneur en raison de leur étrange personnalité. Le premier est le 11e aîné connu sur le nom de Wanei, la deuxième est la chef du clan de l'épée démoniaque meurtrière et 10e aîné. Il faut savoir que le 10e aîné ne quitte jamais son manoir s'il n'y a pas de conseil des aînés ou d'ordre du seigneur, et elle n'accepte aucun visiteur cependant pour une raison qu'on ignore. Il paraît qu'elle retrouve le chef du clan de l'épée et des ténèbres une fois par an. Mais en ce moment-là, Cheon n'arrivait pas à comprendre. Mais le directeur lui avait dit qu'il semblerait qu'il se retrouve toujours en dehors du château au sommet d'une montagne peu fréquentée. Le directeur a pourtant déjà envoyé leur homme en espionnage mais ceux-ci ne sont jamais revenus. C'était suspect avant mais comme celle-ci restait cloîtrée dans son manoir, le seigneur a ordonné l'arrêt de sa surveillance après 7 ans. De plus, comme elle n'a aucune force militaire, elle se trouve en bas du classement mais s'il faut dire la vérité, les arts martiaux de cette femme surpassent les siens de très très loin. Quoi ? Notre protagoniste en ce moment-là n'arrivait pas à y croire. Cette femme serait plus forte que lui. Oui mais comme elle a un mauvais caractère et têtue comme une mule, elle sera compliquée à recruter même pour lui. Arrivé presque à la demeure du clan de l'épée démoniaque meurtrière, Go Wangel lui faire savoir qu'ils sont arrivés au clan qu'il voulait. Bizarrement me s'il falloir s'y attendre, il y a personne qui monte la garde à l'entrée contrairement à d'autres clans. Troquant de force à la porte, Eobong fut surpris que la porte s'ouvre aussitôt. Celui-ci les demande avec respect ce qui se passe, que Eobong s'empresse de lui dire que le 7e prince du culte démoniaque et 12e aîné ici présent veut rencontrer le 10e, mais celui-ci est plutôt choqué. Sérieux ? Mais il n'arrive vraiment pas à y croire. Ce jeune à peine dans la vingtaine est un aîné du culte. Le montrant sa plaque d'identification, celui-ci fut bouleversé disant qu'il va d'aussitôt prévenir son chef. Quelques minutes après attente de leur part, celui-ci ouvrant la porte tout bizarre les demande de le pardonner pour ce qu'il va dire mais... est-ce que c'est le seigneur du culte qui les a envoyés? Notre protagoniste lui dit que non. Son dieu. Qu'il le pardonne encore pour ce qu'il va dire mais leur chef a dit qu'ils peuvent partir si ce n'est pas le seigneur qui les envoie. Notre protagoniste pas trop troublé se disait qu'il pensait qu'elle allait au moins se montrer mais... il lui faut une autre solution. Et s'il essayait de la provoquer? Dégageant une quantité phénoménale de ki interne que tous ses subordonnés étaient complètement abasourdis de tels méfaits, là où Go Wangel et Minku ne comprennent rien. Après quelques secondes notre protagoniste fut choqué qu'elle n'ait pas réagi. C'est effectivement comme le gardien de l'Ouest l'avait dit, finalement il sera peut-être impossible de la rencontrer. Cheon lui demande s'il peut transmettre un message au 10e aîné, qu'il rétorqua positivement, emprunte-t-elle la route que celui du clan de ténèbres et de l'épée, qu'il lui transmette ces mots. Ce dernier lui demande de patienter un peu. Go Wangel lui demande s'il n'était pas venu ici pour la médaille de jade du 10e aîné. Pourquoi lui poser une telle question? C'était pour savoir si elle restera spectatrice ou si elle deviendra une ennemie. Alors comme ça il a renoncé à la médaille. Dans ce cas d'après Go Wangel il serait mieux qu'elle restait spectatrice. Mais à leur plus gros désarroi, une immense quantité de ki avait été déployée, ce qui faisait sourire énormément notre protagoniste. Le garde venant une fois de plus étant bizarre lui fait comprendre que leur chef veut le voir. Une fois à l'intérieur de celle-ci, qui est très espacée d'ailleurs, le garde présente ses derniers mais on lui demande de s'écarter immédiatement, lequel celle-ci était prêt à détruire l'imbécile qui l'avait énervé. Eobong ne l'avait jamais rencontré mais Go Wangel se demande pourquoi porte-t-elle une épée. Descendant à vive allure les escaliers, notre protagoniste tout poli salue le 10e aîné, se présentant aussitôt comme le nouveau 12e aîné. En colère on lui dit qu'il aille se faire foutre. Qu'il fasse partir de la lignée des Cheon ou qu'il soit un aîné, il doit pas s'attendre à ce qu'elle le respecte. Elle ne respecte que le seigneur, est-ce clair? Notre protagoniste perplexe comprendre qu'elle a effectivement un sale caractère. Dégainant rapidement son épée à la surprise de Cheon, comment ce connard a-t-il osé? Comment a-t-il pu oser la comparer, ses pitres et ses traîtres des clans principaux? Fonçant vers lui, elle va lui donner une bonne leçon. Celle-ci dans sa folie sans fin était fin prêt à en découdre que Cheon ne comprit rien mais dégaina aussitôt son épée, lequel rempli de négong avait paré l'offensive de cette dernière. Quoi? Mais comment? En quelques mouvements seulement notre protagoniste parait les attaques de celle-ci, lequel firent troubler de ses faits mais Cheon ne laissait aucune ouverture même s'il n'a que 20 ans. Reculant en arrière, celle-ci était tout bonnement choquée de ce qui se passe. Curieuse, elle lui demande qui est-il réellement. Comme un enfant comme lui a réussi à parer sa formation d'épée, mais cette caisse est à Cheon de la poser. Comment a-t-elle appris cet art d'épée? Attends, il connaît cet art d'épée? Lui hurlant dessus, elle dit que cet art appartient à son clan. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça Cheon ne savait pas. Mais il n'a jamais entendu dire que le démon de l'épée avait eu un disciple. Quoi? Le démon de l'épée? Go Wangel lui demande quel est donc l'art qu'il a utilisé pour pouvoir évoquer ce nom.
Clairement il les fait savoir qu'il s'agit là des connaissances de l'épée démoniaque. Une telle technique existe, c'est encore plus puissant que la technique d'épée démoniaque. Go Angel troublé se dit qu'il a pourtant entendu des dires selon lesquels cette technique avant été perdue il y a 500 ans non, 1 minute. Comment Chéon a-t-il pu parer cette formation d'épée en un seul mouvement? De même celle-ci aussi perturbée lui demande s'il est le disciple de l'anonyme. L'anonyme, c'est qui ça? Attends, n'est-il pas au courant? C'est vrai qu'il n'y a aucune chance que cette personne enseigne les arts martiaux à une personne qui ne fait même pas partir du clan du démon de l'épée. Dans ce cas comment a-t-il reconnu les connaissances de l'épée démoniaque? Il n'aurait jamais su parer son attaque si les connaissances de l'épée démoniaque lui étaient étrangères, mais Chéon a l'impression que l'aîné ignore totalement l'existence du manuel secret du démon de l'épée. Dans ce cas il va lui poser une nouvelle fois sa question. Comment celle-ci a-t-elle maîtrisé cet art d'épée? Lui hurlant dessus elle se demande qu'est-ce qu'il de blate ce bouffon. Les connaissances de l'épée démoniaque appartiennent au clan du démon de l'épée, c'est à elle de lui demander comment connaît-il son existence. Souriant il lui fait comprendre que c'est vrai que les connaissances de l'épée démoniaque appartiennent au démon de l'épée mais cette dernière s'il ne s'abuse ne fait pas aussi partie du clan du démon de l'épée non. En colère elle n'arrive pas à digérer. Comment ce connard hostile, il doit avoir envie de mourir pour déblatérer des conneries pareilles. Se déplaçant rapidement elle lui hurle qu'elle va lui faire trancher le morceau par la force et on n'arrive pas à comprendre d'où lui venait cette confiance même si elle sait que ses techniques ne fonctionnent pas avec elle. L'offensive de celle-ci était à son apogée là où ses mouvements incohérents étaient tout bonnement impossibles même si sans problème Chéon l'avait bloqué au dernier moment. Mais à sa grande surprise celle-ci n'ayant pas terminé son assaut s'apprêtait à faire quelque chose là où Chéon l'avait très bien anticipé avant de manifester sa domination très rapidement même s'il se rend compte que les points faibles de cette technique a été compensé. Et excité elle lui dit qu'il ne pourra pas se défendre jusqu'au bout comme ça mais notre protagoniste était maintenant prêt à riposter parant l'attaque de celle-ci rapidement lequel enchaînait d'innombrables coups qu'ils comprirent que ça devenait difficile au fur et à mesure de contre-attaquer lequel n'a eu d'autre que le choix de prendre du recul pour souffler un peu. Putain elle avait gardé cette technique pour les enfoirés du cyclan principaux. Notre protagoniste n'arrivait pas à y croire, cette position mais comment? S'élançant à vive allure vers lui notre protagoniste avait paré son offensif une fois de plus lequel toujours en difficulté n'arrivait à rien malgré qu'elle utilise sa botte secrète que Chéon en rigolait bien qu'elle ait pu maîtriser cette technique. Go Angel a l'impression que ses mouvements d'épée ressemblent étrangement aux cette épée démoniaque. Putain mais qui est ce morveux? En plus de maîtriser les connaissances de l'épée démoniaque il connaît également ses mouvements d'épée? Non. En y regardant de plus près ses mouvements d'épée sont similaires aux siennes mais il déploie ceci dans des ordres différents. Mais qui est vraiment ce type? Attaquant difficilement de nouveau à vive allure notre protagoniste avait déjà esquivé qu'elle ne comprirent pas mais son corps a été aspiré lequel le démon céleste s'apprêtait à exécuter une magnifique technique désarmant cette-ci à son plus gros chromatisme qu'elle fut entraînée dans une chute tourbillonnante lequel la lame bien affûtée de Chéon s'apprêtait à se déverser sur elle qu'elle fut étourdie un moment se déversant au sol sans possibilité de faire quoi que ce soit sur le sol dur constitué de marbre très brutalement. Lui mettant une épée proche de la gorge on lui demande si elle souhaite toujours continuer. Terrorisée elle se dit que ses yeux ne l'ont pas fait défaut. Elle est bien certaine. La formation que notre protagoniste vient de déployer est la même que celle nommée l'anonyme. Maintenant qu'elle a été vaincue est-ce qu'elle peut lui dire comment elle a appris cet art d'épée? Mais celle-ci ne peut en parler. Si ça ne lui convient pas il peut prendre sa main s'il le souhaite, mais notre protagoniste imagine que si elle est aussi destinée ça veut dire qu'elle est liée à cet anonyme. Que faire? Mais il l'implore à changer de sujet. Il souhaite seulement vérifier si elle a une quelconque relation avec le clan de l'épée et celui des ténèbres. Quoi? Une relation avec ses trous-ducs? Elle ferait mieux de lui répondre car il ne peut accepter vivre avec ces connards. Attends, est-ce qu'il serait le 7e prince illégitime du culte? Notre protagoniste ne savait pas qu'elle le connaissait. Et effectivement elle est une aînée après tout. Au conseil ils ont beaucoup parlé lui, mais intérieurement elle se dit qu'il a posé cette question pour savoir si elle a un quelconque lien avec ces derniers. Sur le coup de la colère elle l'a mal interprété. Se relevant elle suppose qu'ils peuvent parler de relations seulement. Elle partage une relation malheureuse avec ses enfoirés. Il y a environ 500 ans le démon de l'épée avait 3 disciples donc Mujurant, Éon Su, et Guillon Chéon. Le démon de l'épée qui plaçait loyauté envers le culte démoniaque au-dessus de tout, avait prévu de prendre sur son aile le meilleur des trois comme la tradition du clan du démon de l'épée l'exige. Cependant, Guillon Chéon et Mujurant qui étaient extrêmement talentueux sont devenus ambitieux, et ont commencé à comploter pour pouvoir épouser la seigneuresse grâce au soutien de plusieurs clans inférieurs et intermédiaires. En colère et déçu par leur comportement le démon de l'épée estima que sa renommée avait corrompu ses disciples. Il décida alors de les abandonner. À cause de ces deux imbéciles son ancêtre qui s'était donné du mal pour devenir le successeur du démon de l'épée fut victime de leur erreur, et même s'il a été renié il n'a jamais oublié son maître. Le démon de l'épée a fini par quitter ce monde sans successeur et s'aligner PRI-fin. Après cela son ancêtre Éon Su fonda un second clan du démon de l'épée après s'être autoproclamé successeur du démon de l'épée, mais il ne fut pas reconnu par le conseil des aînés sous prétexte d'avoir été renié. Pourtant ce même conseil de merde
Ce même conseil qui n'avait pas reconnu son ancêtre accepta de reconnaître le clan de l'épée fondé par Giom-Chéon et celui des ténèbres fondé par Mu-Jurang comme successeur du démon de l'épée. Ne pouvant pas accepter une telle décision, son ancêtre protesta, mais il fut emprisonné pendant 10 ans pour avoir insulté des membres de la famille du Seigneur. Quand il a été libéré, les deux clans étaient devenus trop puissants pour qu'il fasse quoi que ce soit. En colère, son ancêtre fonda le clan de l'épée démoniaque meurtrière et fit 3 vœux. Le premier était de continuer la lignée du clan du démon de l'épée et de restaurer son honneur qui avait été piétiné. Le deuxième était de restaurer complètement les connaissances de l'épée démoniaque. Pour notre protagoniste, c'est effectivement bizarre. S'il s'agit simplement des connaissances de l'épée démoniaque, il peut comprendre qu'il a été restauré en 500 ans, mais cela n'explique pas comment il connaît les 24 épées démoniaques qui ont été créées après avoir combattu le dieu du sabre et analysé les techniques de parade de l'épée. La troisième est la loyauté totale envers le seigneur du culte démoniaque comme le souhaitait le démon de l'épée. En fait, il voulait restaurer l'image du culte qui avait été sali par le clan de l'épée et celui des ténèbres. Pour Chéon, d'après le gardien de l'Ouest, les disciples du démon de l'épée étaient bourrés d'ambition, dire que l'un d'eux souhaitait accomplir sa volonté et la transmettre à ses descendants. Étant étonné, notre protagoniste lui dit qu'il est impressionné par cette loyauté qui dure depuis plus de 500 ans. C'est avec une grande satisfaction qu'il dit que le clan de l'épée démoniaque meurtrière est le véritable successeur du démon de l'épée. C'est l'entendant, ça ne sait plus quoi dire. C'était ce que leur clan a toujours souhaité entendre depuis des générations. Elle se demande à quel point son père ou son ancêtre allait être touché de ces dires. Notre protagoniste continue disant qu'il aimerait lui demander une faveur. Il lui demande de devenir son témoin pour qu'il puisse accéder au poste de vice-chef. Si elle accepte, il lui promet que les 6 clans principaux n'auront plus jamais la moindre influence au sein du culte démoniaque. Quoi ? Parce qu'il serait capable de réaliser une telle chose? Si c'était facile, elle aurait déjà, mais l'interrompt pas en chemin et Obong lui dit que c'est pas un mensonge. Le clan du poison a été complètement anéanti et ce fut aussi la même chose pour le clan des ténèbres. Même cette salope de Dame Mo est morte. Attends, que quoi? C'est vrai? Hochant la tête positivement, celle-ci était complètement abasourdie. Notre protagoniste va aller droit au but. Si elle accepte de le servir, il lui aidera à hériter complètement et officiellement des dernières volontés du démon de l'épée, mais celle-ci est plutôt troublée par des tels dires. Que veut-il dire par là? C'est simple, il veut dire par là qu'il va l'enseigner le véritable art martial du démon de l'épée. L'enseigner à elle, et comment compte-t-il s'y prendre déjà? Mais Chéon n'est pas surpris de cette réaction. C'est elle pourquoi l'académie du culte démoniaque a été créée. Ne comprenant pas, elle lui dit qu'il a été fondé pour former des générations, mais Chéon lui dit que c'est vrai. Mais l'objectif de l'académie est de former le véritable successeur du démon de l'épée, donc celui qui réussit la 6e épreuve obtient un manuel secret contenant les arts du démon de l'épée. Le démon de l'épée aurait mis en place une telle chose. Tenant fermement son épée, il lui dit qu'une démonstration sera convaincante plutôt que de l'expliquer. Activant son énergie interne, notre protagoniste était maintenant prêt à démontrer ce dont il est si fier. Exécutant de manière précise les techniques du démon de l'épée, Chéon avait une parfaite maîtrise sur la situation, laissant abasourdi Go Angel et Minkyu qui ne comprennent rien, lequel si cela était ébahi, celle-ci était tout bonnement choquée. La technique de ce dernier ne laisse aucune faille et ses mouvements sont beaucoup plus fluides et précises même au niveau de la rotation du ki interne. S'apprêtant à clore le chapitre, Chéon était maintenant passé aux 24 épées démoniaques, commençant par la première forme. Go Angel n'arrive pas à suivre. C'est encore plus puissant que ce qu'il a utilisé tout à l'heure. Est-ce seulement possible pour un humain d'être aussi puissant à son âge? Les larmes aux yeux, elle peut enfin avoir les réponses à ces questions qui la retenaient prisonnière jusqu'à présent. Minkyu aussi est horrifiée par les qualités de son amoureux secret. S'engenouant, celle-ci s'apprêtait à méditer. Maintenant qu'elle l'a vu de ses propres yeux, tout semble devenir clair à présent. Pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent le connaissent car notre protagoniste est passé par là. Ceci n'est d'autre que l'unification des 5 ki naturels. Il faut savoir que ceux qui atteignent ce niveau deviennent automatiquement des grands maîtres supérieurs, donc Chéon est un grand maître supérieur aussi et même plus vu la facilité qu'il a eu à vaincre le chef du clan de poison. À une fraction de seconde, une aiguille a été envoyée que Chéon grâce à la télékinésie très rapidement l'avait stoppée avant qu'elle ne touche cette dernière, permettant à Eobong de l'attraper facilement. Les hurlants de surprise, il les fait comprendre que ceci est une dare empoisonnée. Go Angel fonçant à vive allure les fait comprendre que ça venait de ce côté. Celui qui avait fait ça était pourtant sûr qu'il allait s'échapper mais fut soumis par la force brute de Go Angel qui lui dit qu'il est inutile de résister face à lui. Aussi notre protagoniste avait trouvé un autre au alentour. Quoi? Encore un autre? Faisant quelque chose bizarre avec sa bouche, Go Angel était tout bonnement surpris de cette réaction car ce bouffon venait de se suicider sans hésitation. C'est mauvais. Hurlant les faits à son prince, celui-ci avait été surpris, la main dans le sac, lequel ne comprend pourquoi sa bouche ne peut plus se fermer. À l'intérieur, on lui arrache une dent à son plus gros traumatisme que Chéon demande à ses subordonnés de se placer en position défensive. Ceux-ci étaient tous d'accord des dires de leur prince. L'unification presque arrivée à son apogée, notre protagoniste lui demande s'il prévoyait lui aussi de se suicider. Puisqu'il doit répondre, il va libérer ses points de pression du silence. Premièrement, qui lui a envoyé, mais celui-ci ne veut rien et ne peut rien dire. Non mais regardez-moi ce bouffon. D'un mouvement, celui-ci se rend compte qu'on bloquait ses points de pression du silence à nouveau. Chéon imagine qu'il refusera de parler puisqu'il est un espion. Ce dernier l'avait compris trop tard.
Il aurait bien fait de dire la vérité. Grâce à la télékinésie, son doigt avait été broyé que notre protagoniste lui dit qu'il va lui briser les os un par un, mais s'il change d'avis qu'il cligne les yeux, mais il est certain qu'il ne cédera pas aussi facilement. En quelques minutes seulement les bras de ce dernier avaient été broyés qu'il en hurla de douleur silencieusement. Putain, ce psychopathe veut le tuer. Vraiment ici on est tous fiers de ne pas faire partie du camp adverse. L'étape que les maîtres martiaux ont souvent l'habitude d'atteindre après l'unification des 5 ki naturels, et la reconstruction des os. Notre protagoniste a lui aussi passé cette étape, seulement comme il était encore jeune et toujours d'ailleurs, il n'y a pas trop eu d'impact à sa personne physique. Mais pour une personne âgée comme la 10e aînée, c'est une autre affaire. On dirait qu'elle a complètement changé. Effectivement, elle est devenue encore plus belle qu'à ses 20 ans. Et ça se confirme avec Go Angel et Eo Bong qui ne trouvent même plus des mots, suivis de Minkyu qui elle aussi est abasourdie d'une telle beauté. Se mettant en genoux devant notre protagoniste, elle se présente à nouveau disant qu'elle, connue sur le nom de Muwa, chef du clan de l'épée démoniaque meurtrière et par-dessus tout 10e aîné, jure fidélité au véritable héritier du démon de l'épée connu sur le nom de Cheon Eohoon. Enfin, il est plutôt satisfait de son nouveau témoin. De plus, d'après le gardien de l'Ouest, les arts martiaux de cette femme sont effrayants au sein du culte. Maintenant il ne lui restait plus qu'un dernier témoin. Un peu plus tard, après la transformation de celle-ci dans la bibliothèque du dit clan du démon de l'épée, Cheon prenant la parole en premier lui demande ce qui s'est passé, pour qu'elle en veut tellement à ces enfoirés des 6 clans principaux. D'après son histoire, ça fait déjà 8 ans de cela. Une nuit, alors qu'elle s'entraînait seule dans son manoir, un homme mystérieux cachant son visage est apparu devant elle. Et même si d'après ses dires il cachait son visage, elle ne put s'empêcher de reconnaître que ses yeux étaient remplis de sagesse. Bien sûr, comme tout aîné qui se respecte, elle voulait lui donner une bonne leçon parce qu'il s'était introduit dans son manoir sa permission, mais à sa grande surprise d'ailleurs, elle a perdu en seulement un mouvement. Pour lui, elle était plutôt talentueuse, c'est pour cela qu'il lui a demandé de se rendre au mont Chiwan si elle souhaiterait perpétuer la lignée du démon de l'épée. Après ça, il s'est volatilisé. Mais ce qui l'a le plus surpris est le fait qu'il connaissait les arts martiaux du démon de l'épée. Et aussi il était impossible de l'identifier car ce dernier modifiait sa voix. Bon. Après mûre réflexion, elle s'est quand même rendue au sommet de la montagne comme il l'avait indiqué, mais seulement et surprenante, elle fit la rencontre de quelques variantes qu'elle ne voulait pas voir. Il s'agissait du chef du clan des ténèbres connu sur le nom de Mujinwon, et du chef du clan de l'épée connu sur le nom de Jeong Bonji qui eux aussi avaient été convoqués, mais alors qu'elle voulait des explications, sa surprise fut de courte durée car l'homme masqué fut une fois de plus son apparition. Lui hurlant dessus, Bonji du clan de l'épée lui demandait qui il est pour pouvoir oser leur parler du démon de l'épée. Poliment il leur fait comprendre que ça n'a pas d'importance à savoir son nom, mais s'il insiste tellement ils peuvent l'appeler l'anonyme. Mais qui s'en soucie vraiment du nom ici? S'il les a réunis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il souhaite les transmettre les connaissances de l'épée démoniaque. Comme il n'était pas convaincu, il les a fait une démonstration de puissance. Et en voyant cet art d'épée qui pouvait rivaliser avec celui du seigneur, force leur a été de constater qu'elles étaient bien réelles. Le chef du clan des ténèbres lui demande comment est-ce qu'il est au courant de ces arts martiaux, mais l'anonyme lui rétorque qu'il ne peut pas en parler. Dans ce cas, pour quelle raison il souhaite leur enseigner cet art? Mais il s'est simplement dit qu'il était normal de la transmettre à ceux qui ont reçu la dernière volonté du démon de l'épée. En ce moment là, celle-ci ne peut l'accepter. Jeong Cheon et Mujuran ont été expulsés pour avoir déçu le démon de l'épée. Leurs descendants ne méritent pas un tel privilège. Mais c'est dire, ceci ne pouvait rester sans rien faire, lui demandant si elle souhaite se battre, mais qu'ils aillent se faire foutre. Est-ce qu'elle a tort? Mais il les fait comprendre que ça suffit. Dégainant son épée, à leur plus grosse surprise, tout le monde avait arrêté son boucan, laissant place à l'anonyme qui les fait savoir que ce n'est pas seulement les connaissances de l'épée démoniaque qu'il souhaite leur enseigner. À la vue du mouvement de ce dernier, le chef de clan de ténèbres ne savait même plus quoi faire là où celui du clan de l'épée avait perdu son français. Pour ce qui est de la 10e aînée, c'était une autre histoire, nom de Dieu. Bonji se demande quel est le nom de cette technique, mais s'ils doivent retenir une chose, c'est que ceci est la dernière technique laissée par le démon de l'épée. Il enseignera les connaissances de l'épée démoniaque maintenant, mais dans 3 ans, il enseignera les 24 épées démoniaques à celui qui aura le plus maîtrisé ces techniques. Alors elle s'est entraînée corps et âme sans relâche afin de ne pas leur transmettre les derniers enseignements du démon de l'épée. Bizarrement, elle pensait être la seule à avoir maîtrisé les connaissances, mais ce n'était pas le cas. 3 ans plus tard, ils sont également revenus après avoir parfaitement maîtrisé les connaissances de l'épée démoniaque. Incapable de leur départager, il les a donné une seconde chance. Un délai de 2 ans pour cette fois. Il les a promis d'enseigner les 24 épées démoniaques à celui qui aura réussi à compenser les faiblesses des connaissances de l'épée démoniaque. Donc elle s'est isolée et s'est donnée à fond afin de rattraper ses points faibles. Pour Cheo, c'est bizarre. Donc c'était les connaissances de l'épée démoniaque qu'elle lui a montré tout à l'heure. À son plus gros désarroi, la compétition est une chose vraiment effrayante. Les chefs du clan des ténèbres et celui de l'épée font partir des 5 meilleurs maîtres d'arts martiaux du culte, donc il était impossible qu'il y ait des points faibles alors qu'ils se sont donnés à fond. Même avec ceux-là, finalement il était impossible de les départager au moment du deuxième défi. L'anonyme les a donc fait une dernière proposition. Comme vous êtes tous les 3 extrêmement talentueux, il m'est impossible de vous départager, sauf que dans ce cas, je vais changer la méthode et voir qui est réellement digne de recevoir l'héritage du démon de l'épée. Est-ce que vous vous souvenez de la première formation des 24 épées démoniaques que je vous ai montrée il y a 5 ans? Oui, on s'en souvient parfaitement. C'est parfait. Je vais vous donner 3 ans. Essayez de reproduire la première formation de cette technique.
Si l'un d'entre vous y parvient, je l'enseignerai. Vous nous demandez de maîtriser une formation que nous avons aperçue qu'une seule fois, sans guide et sans la méthode de circulation de ki? Cette formation ne nécessite pas de déplacer le ki dans un ordre particulier. Mais comment ça? C'est impossible de... En dégainant son épée soudainement, l'anonyme nous a montré une technique ultime aussi incroyable que les 24 épées démoniaques qui nous avaient laissé sans voix. Cependant, après exécution de cette formation, ses bras et ses jambes semblaient épuisés. Contrairement à moi, les deux autres geeks semblaient la connaître. Je vous testerai avec cette technique dans 3 ans. Si vous avez réussi à maîtriser la première formation des 24 épées démoniaques, vous devez être capable de me contrer. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé il y a 3 ans. Voilà donc réponse à l'histoire que lui racontait le gardien de l'Ouest. Pour notre protagoniste, s'il suit ses dires et que ça fait déjà 3 ans, elle devrait raconter cet anonyme nom, mais elle lui dit que la rencontre est prévue dans 15 jours. C'est vrai qu'il a dit qu'il lui enseignera l'art martial du démon de l'épée, mais elle doit empêcher ses traîtres d'hériter des progrès du démon de l'épée. Le problème est comment cet anonyme peut connaître pour les 24 épées démoniaques. S'il connaît même le nom, il est probable qu'il ait vu les manuels secrets qui se trouvent au sous-sol de la bibliothèque de l'Académie démoniaque. Pour ça, il doit passer la 6e épreuve. Seulement d'après les dires, il a entendu qu'aucune personne à part lui n'était parvenue depuis 70 ans. Dans ce cas, quel est l'âge de cet anonyme? Encore surprenant, quelle est la technique qui peut être bloquée par la technique des 24 épées démoniaques? Est-ce qu'elle se souvient par hasard de la technique d'épée que cet anonyme a réalisée il y a 3 ans? Effectivement, une technique de ce genre ne peut s'oublier. Dans ce cas, notre protagoniste lui demande s'il est possible de se rendre avec elle en salle d'entraînement, qu'elle-même ne comprirent pas grand-chose. Après quelques minutes dans la salle d'entraînement du clan de l'épée démoniaque meurtrière, activant son énergie interne, Chéon se dit si son intuition est bonne, la technique qui peut être contrée avec les 24 épées démoniaques est la technique de l'épée démoniaque de Chéon, ma première forme. Waouh, incroyable, c'est exactement la même technique que celle dont l'anonyme nous montrait il y a 3 ans. Perplexe, elle lui demande comment est-ce qu'il connaît cette technique. L'exécution des mouvements est beaucoup plus fluide et naturelle que celui de l'anonyme. Plus dépassé que Chéon Tumeur. Il n'arrive pas à croire. Quelqu'un connaît donc la première formation de la technique du fondateur Chéoma. Il a pourtant entendu dire que les traces d'épée laissées par le fondateur Chéoma sur les stèles avaient été retranscrites et organisées dans les manuels secrets qui se trouvent au manoir du Seigneur. Non. Ce qui voudrait dire que la véritable identité de l'anonyme est le Seigneur. Non. Cela n'explique pas comment il a réussi à maîtriser les 24 épées démoniaques. Sinon, il faudra réussir la 6e épreuve afin de maîtriser cette technique qui se trouve qu'à l'Académie démoniaque. Si le Seigneur actuel a 50 ans, il ne peut pas être la personne qui a réussi la 6e épreuve il y a 70 ans. Et même s'il a réussi à maîtriser la technique du fondateur Chéoma, elle n'est pas parfaite. Donc, il va devoir rencontrer cet anonyme en personne. Après quelques minutes, ceux-ci sont à présent de retour de leur entraînement. Celle-ci prenant la parole dit qu'elle a quelque chose à annoncer. Mincu se demandait si c'est pas une déclaration d'amour, vu qu'elle est devenue tellement jeune, mais ça n'a rien à voir puisqu'elle les fait comprendre qu'à partir de maintenant, elle servira personnellement le jeune maître Chéon et Go Wangel ne comprend rien. Personnellement, elle dit, ceci étant dit, c'est pour son propre intérêt à elle. Le jeune maître doit devenir vice-chef au plus vite, seulement il a beaucoup trop d'ennemis. Elle ne dit pas qu'elle le sous-estime, c'est juste qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec les 6 clans principaux. Étant très intelligent, Go Wangel approuve à la surprise de Mincu, qui elle a son plus gros chromatisme ne comprend la sensation qu'elle ressent. Pourquoi ai-je l'impression d'étouffer? Dites, je peux dire quelque chose, je sais que c'est une bonne chose pour le jeune maître mais cela ne risque pas d'alerter les clans principaux. Je veux dire, si vous quittez votre manoir bien sûr. C'est vrai que t'as pas tort, j'avais jamais pensé. Explosant de rire à plein poumon de la part de Go Wangel à la surprise de Mincu, il lui fait comprendre qu'il n'a vraiment pas à s'en faire pour ça. Je tiens à préciser qu'il croit toujours que Mincu est un homme. Puisqu'il est les cerveaux du groupe et la première épée du jeune maître par-dessus le marché, il a un plan. De retour au clan des fantômes volants, bien évidemment que Wanoi les attendait. Ricanant comme à son habitude, il demande à Chéon si ça s'est bien passé avec cette folle du clan de l'épée démoniaque meurtrière, mais il est plutôt intrigué par ce qu'il voit. Mais qui donc cette jeune femme? Elle a un regard plutôt glacial. Je vois que t'as toujours l'habitude de te travestir. T'as bientôt fini de me reluquer? Quoi? C'est à moi que tu causes? Oui bouffon, est-ce qu'il y a une autre personne? Attends. Cette voix et ce caractère de cochon, je l'ai déjà entendu quelque part? Qu'a caractère de cochon? Troublé, il n'arrive pas à comprendre. Et Néon, c'est vraiment elle? Ou merde, qu'elle regarde un peu sa peau. Elle est une autre personne. Ou merde, il est tellement jaloux. Mais notre protagoniste lui demande s'il serait possible de fabriquer un masque de peau humaine à l'affiche de l'Énéon. Serait-ce pour cacher sa reconstruction des os? Bien sûr que non. Chéon a juste besoin qu'une autre personne occupe sa place. Ça veut dire que la 10e aînée a accepté de le servir? Il ignore vraiment qui a mis ce plan en exécution, mais c'est un génie. Pourtant Go Wangel se sent très mal alors qu'on félicite son plan. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Après ça, le 11e aîné se rendirent immédiatement en atelier afin de préparer le 10 masques. Chéon, qui lui n'avait pas pu prendre de repos depuis qu'il a quitté l'Académie démoniaque, décida de se reposer pendant une journée. Pendant ce temps, Go Wangel et Eobong décidèrent de rendre visite à leurs parents, et Mincu, inquiet pour son petit frère, décida d'aller au clan des griffes du dragon démoniaque. Ici, Samachak avait déjà récupéré et demande son prince des excuses pour l'avoir inquiété, mais il est plutôt rassuré, quoi va mieux. Il tenait à dire que lui n'a que reçu des blessures de interne donc peut bouger, mais pour ce qui est de Baekki, il va rester encore cloîtré au lit pendant quelques jours. Le relevant Chéon est désolé qu'il ait été blessé à cause de lui, mais Samachak lui dit de ne pas dire ce genre de choses. Au même moment, Go Wangel suivi de Eobong au même titre que Mincu viennent d'arriver. Comment se portent tes parents? Ils se portent bien, ouais.
Et pour Minkyu il demande comment est-ce que son frère se porte, il a l'air en pleine forme. Elle était juste inquiète car son père était absent. Ravi avec tout son charisme il lui dit que c'est cool. Mais pour elle ça veut dire autre chose. Se retournant il les fait comprendre puisque tout le monde est là sauf Baekki, il va leur parler du prochain clan. Mais si vous regardez bien, son oreille est un peu rouge. Ouais, Cheon est aussitôt un être humain même s'il a tendance à tuer sans remords. Bon ils vont se répartir en deux groupes. Go Angel et Eobong vont aller contacter les clans des subordonnés qui l'ont engagé quand ils étaient à l'académie. Go Angel lui dit qu'il doit au moins garder 3 personnes avec lui non. Eobong et lui vont se débrouiller. Qu'il amène Minkyu avec lui. Et merde. Encore une fois son opinion ne compte pas. Mais pour Minkyu, Go Angel sait se montrer utile parfois. Très bien. Il va aller au clan des chamans pour dire à quel point il compte sur eux. À l'est du château du culte démoniaque plus précisément au clan supérieur donc le clan des chamans. Cheon à l'arrivée trouve cet endroit majestueux, mais il se demande s'il va pouvoir obtenir facilement la médaille de jade. Les gardes à l'entrée sont plutôt surpris en voyant Samashak, leur dieu putain qu'il a grandi. Est-ce qu'il est complètement diplôme de l'académie démoniaque? Il les fait comprendre que c'est exact. Maintenant est-ce qu'ils peuvent aller prévenir son père qu'il est venu avec le jeune maître Cheon, qu'il accepta. Minkyu aussi trouve l'ambiance très chaleureuse, peut-être que le jeune maître Cheon obtiendra sa médaille très facilement. Étant très accueillant surtout il n'arrive pas à croire qu'un gamin comme lui est venu jusqu'à chez lui, il lui souhaite la bienvenue. Effectivement il le remercie aussi pour cet accueil, mais qu'ils le suivent. Puisqu'ils et là ils vont organiser une fête même si c'est encore l'après-midi, alors il propose qu'ils boivent jusqu'à perdre la tête. Il est chaleureux d'ailleurs hein, mais ce genre de personnes ont souvent des arrière-pensées dans la tête et ça, Cheon suivi de Minkyu en était persuadé au vu de son comportement exagéré. Un peu plus tard à la salle des invités on les demande de se servir puisque c'est pas grand chose, putain il est devant lui mais il n'arrive toujours pas à y croire. Il est devenu fan depuis le jour où il a tué ce bouffon de Baek du clan de Poison, mais ça commence à devenir agaçant pour notre protagoniste. Au lieu d'entrer dans son jeu il lui dit qu'il est venu ici aujourd'hui pour lui dire une faveur, souriant il est bien d'accord. Du moment que c'est à son pouvoir. Se levant respectueusement il voudrait que lui 9e aîné connu sur le nom de Sama soit son témoin pour le poste de vice-chef. Mais pourquoi faire preuve d'autant de respect alors qu'il souhaite devenir un vice-chef? Mais qu'il se mette à l'aise, et fait comme chez lui. Et toi là-bas? Oui chef. Celui-ci sans prévenir se rendirent quelque part sans quoi lui disent quoi faire un peu comme si tout avait été planifié. Immédiatement une personne que depuis le début de cette série Manhwa nous l'avions pas encore vu faire son entrée, ses cheveux sont noirs tout comme Samashak et le 9e. Sa tenue est longue et surtout bien soignée, je dirais neuve. Une magnifique femme se présente à Cheon disant être la sœur de Samashak connue sur le nom de Samaeon. Notre protagoniste aussi poli se présente à son tour. En souriant car son plan prend lieu maintenant il demande à notre protagoniste comment est-ce qu'il trouve sa fille. Il ajoute qu'il ne peut refuser qu'il devienne le prochain vice-chef seulement, il pense que la confiance se mérite. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Car à titre de rappel, notre protagoniste ne comprend pas. C'est simple, il le semble qu'il n'est pas encore marié non. Laissez-moi vous dire que Minkyu d'après les apparences a l'air calme mais c'est du pipeau. Et effectivement au début alors qu'elle savourait cet alcool de jade qu'on les a offert, elle pense même que Go Angel serait jaloux s'il voyait le pied qu'elle prend, sauf que son instant de paix s'est terminé quand cette salope est entrée. Donc pendant que le 9e aîné était en train de raconter ses conneries, elle se demandait pourquoi il a fait appel à la sœur de Samashak. Là encore elle est calme. Mais au moment où il a dit « Ne pensez-vous pas que la confiance se mérite ?» Samashak est plutôt terrifié. Que quoi? Est-ce bien entendu? Notre protagoniste même jusqu'à là est toujours aussi confus. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Sa fille ne le satisfait pas? Non c'est pas ça le problème. Mais rapidement il lui demande dans ce cas où se trouve le problème. Notre protagoniste se disait bien que cet accueil était exagéré, ce type avait tout planifié depuis le début. Et fillette tu dois tout faire pour épouser le jeune maître Cheon, est-ce que c'est clair? À vrai dire au moment où Cheon s'est débarrassé du précédent 12e aîné pour ceux qui ont vu la précédente épisode, il a vite compris que Cheon deviendra le premier vice-chef qui s'opposera aux 6 clans principaux qui sèment le trouble depuis déjà plus de 500 ans. Même si leur clan est devenu un puissant clan supérieur au fil du temps, s'ils s'allient avec Cheon ils quitteront sur les joues des 6 clans principaux. Tu dois absolument te marier avec lui ma fille? Il lui fait comprendre que tout le monde sait que le mariage est le meilleur moyen de former une relation solide non. Prenant un peu de recul pour y réfléchir, c'est exactement la réaction qu'il attendait de sa part. Pour lui Cheon est encore trop jeune pour comprendre la politique. Il s'arrête pas là hein. Il ajoute qu'il est conscient qu'une fois devenu vice-chef il fera face aux 6 clans principaux n'est-ce pas? En fait c'est un grand manipulateur. Afin de tous les affronter il aura besoin d'une force égale et en ce moment-là, leur clan pourra l'aider. Putain il parle tellement bien. Encore un peu et le jeune maître va céder et finir par se marier. Attends une seconde. Pourquoi je m'inquiète pour ça alors je ne suis qu'un subordonné qui lui a prêté allégeance. Mais alors c'est quoi ces battements de cœur? Il lui dit qu'il sait qu'il n'a pas encore de clan n'est-ce pas? Dans ce cas il n'a pas d'autre choix que de renforcer sa puissance par le mariage. De plus s'il devient son témoin et un membre de sa famille il obtiendra encore plus de pouvoir. En rigolant est-ce qu'il existe un meilleur plan que celui-ci? Cheon lui fait comprendre qu'il n'a effectivement pas tort à sa grande surprise d'ailleurs. Pour Minkyu c'était la fin des temps. Il a cédé. Comment ça il n'a pas tort? Le jeune maître a donc décidé de se marier? Mon cœur souffre. Je suis donc amoureuse du jeune maître Cheon et dire que je le réalisais que maintenant. À vrai dire c'est pas comme si elle n'était pas belle. Je peux comprendre qu'il puisse bien l'aimer. Contrairement à elle, je me suis comporté comme un homme en portant un masque de peau humaine. C'est normal qu'il ne m'ait pas considérée comme femme. Explosant de rire l'aîné Sama lui fait savoir qu'il a pris la meilleure décision de sa vie. Puisqu'il va devenir un membre de leur clan ils vont tout faire mais Cheon lui dit qu'il semblerait qu'il ait un malentendu. Papa pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Il a seulement dit qu'il n'avait pas tort,
Faut dire que Minkyu en entendant cela commençait à revivre, notre protagoniste continue lui demandant s'il n'a pas l'intention de devenir son témoin s'il n'épouse pas sa fille. Troublé, il se dit intérieurement qu'il était pourtant sûr qu'il allait accepter, il ne s'attendait pas à une telle question. Ne vaudrait-il pas mieux qu'il le mette la pression dès maintenant? Non, c'est un homme qui ne craint même pas les 6 clans principaux. Le 9e se rend compte après réflexion qu'il sera perdant s'il le contrarie. Soudain son fils à la surprise de tout le monde se mire debout disant qu'il a un mot à dire. Waouh, Shaq mon fils, tu nous sauves, je compte sur toi. Sama Shaq dit que son père le 9e aîné ici présent montre un intérêt à sa personne depuis la 6e épreuve, donc il a organisé cette fête car même sans le mariage il a considéré que Chéon était digne d'être un vice-chef. Non mais regardez-moi cet idiot. Si tu dis ça, notre protagoniste lui demande si c'est la vérité qu'il se mire à bégayer comme son fils lui a mis dans une situation difficile, il semblerait qu'il ne soit pas d'accord avec les dires de son fils. Dans ce cas, il en conclut qu'il emprunte un chemin différent. Mais il le remercie quand même pour l'accueil. À la vue de ses méfaits le 9e ne savait quoi faire que Minkyu montrait bien qu'elle reste impassible à la situation mais au fond, putain qu'elle est soulagée. Qu'ils aillent se faire mettre. Mais s'il refuse aussi fermement cela ne causera pas de problème. Chéon les fait comprendre qu'ils ont terminé ici. Qu'ils se préparent pour le retour. Au moment où la 10e aînée était sur le point de se lever le 9e lui supplie qu'il reste encore un peu, il a quelque chose à dire. Mais comment est-ce qu'il peut repartir comme ça? Si c'est à cause du mariage mais notre protagoniste peut accepter un mariage politique. Mais sait-il pourquoi il souhaiterait devenir le vice-chef? Selon lui d'où viennent cette corruption due à la domination des 6 clans principaux? Il est l'un des dirigeants du culte donc il doit savoir que les 6 clans principaux ont vu le jour à cause des mariages. Non, c'est pour lutter contre ces pratiques et restaurer leur culture qu'il souhaite s'élever jusque-là. Comment pourrait-il employer les mêmes pratiques que ces déchets alors que cela va à l'encontre de ses valeurs? Il n'a pas besoin d'un tel mariage. Il n'a encore que 20 ans et pourtant il pense à l'avenir du culte. Le 9e se rend compte qu'il a été stupide. Le jeune maître Chéon est différent. Il le remercie une fois de plus pour sa bonté mais il semblerait qu'il emprunte des chemins différents. Et en concernant ce mariage, il souhaiterait épouser la personne qu'il aime. De ses dires Minkyu était tout bonnement en. Sauf quand ils avaient le dos tourné l'aîné Sama s'est rendu à l'évidence qu'il le pardonne. Son manqué d'expérience l'a emmené de comprendre ses ambitions. Et qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Lui connu sur le nom de Sama Eui, chef du clan des chamans, jure fidélité au jeune maître Chéon et au. Il faut dire que Minkyu suivi de la 10e aînée était tout bonnement horrifié de la situation. Pour Chéon c'est encore une autre victoire. Après quelques heures que ceux-ci ont conclu plusieurs accords, notre protagoniste suivi de son groupe d'élite décidèrent de rentrer au clan des fantômes volants, ricanant nerveusement le 9e est surpris. Et dire qu'il a fini par prêter allégeance à Chéon car il a été intimidé par sa pression, en tout cas il espère qu'il a pris la bonne décision. Interpellant sa fille il lui dit que ça serait dommage de les laisser partir non? Elle lui fait comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter, il n'y a pas d'arbre qui ne puisse se déraciner. Oui, je compte sur toi ma fille. Oui, ma beauté ne passe jamais inaperçue, je ferai tout pour qu'il puisse me regarder. C'est bien ma fille là. Pendant que Chéon suivi de Sama Shaq et la 10e aînée était déjà en avant, Minkyu était derrière car faute de quoi, les épées de notre protagoniste percent des tonnes. Elle est peut-être calme mais elle n'est pas sûre. Mais en observant attentivement son amoureux secret, elle ne peut s'empêcher de sourire. Bon pour ceux qui veulent savoir le pourquoi, un peu plus tôt quand notre protagoniste a finalement renoncé au mariage disant qu'il compte épouse patati patata, la femme qu'il aime, au moment où il l'a dit son regard s'est dirigé vers Minkyu. Voilà, c'est tout ça qui l'a fait sourire. J'ai peut-être mal vu mais, j'ai l'impression qu'il m'a regardé. Il faut dire que le bonheur était au comble du gouffre chez Minkyu. Sauf que quelques heures près de l'académie démoniaque, plus précisément à la salle de réception d'une auberge du coin. Le directeur n'arrive pas à croire que la 10e est passée à la reconstruction des os, sans compter que Chéon a également obtenu sa loyauté, cela dépasse complètement ses attentes. Si Chéon est venu jusqu'ici, c'est pour demander au directeur s'il connaît la personne qui a réussi la 6e épreuve il y a 70 ans, mais celui-ci lui demande le pourquoi s'il ne s'abuse bien sûr. Et Onmua se porte volontaire à l'expliquer. Bon moi je vais plus recommencer à raconter l'histoire tragique hein, tant pis pour celui qui était pas attentif. Le directeur lui demande si c'est la vérité. S'il a bien compris un type se faisant appeler l'anonyme maîtriser la technique d'épée démoniaque de Chéoma, eh bien, en y réfléchissant bien, notre protagoniste lui demande ce qu'il y a. Non c'est juste que la personne qui a réussi la 6e épreuve il y a 70 ans, était le grand seigneur Chéon Inji. Plus précisément son grand-père. Pour ceux qui ne le savent pas. De toute façon personne ne le sait d'ailleurs, donc je vais vous le dire. Pour cette fois seulement Chéon Inji est le grand-père de notre protagoniste où était je ne sais quoi maître, et c'est lui le précédent seigneur bien avant le seigneur actuel. Et c'était pas des blagues, il est considéré comme le plus puissant des seigneurs ayant existé ces 500 dernières années, la preuve il est resté invaincu dans la guerre opposant le culte à l'alliance du Murim et le coalition des forces du mal. Sans compter qu'il a étendu le territoire du culte démoniaque jusqu'au la province de Zhejiang. Chéon a pourtant entendu dire que son grand-père avait disparu il y a 20 ans non. Dans ce cas quelle est la véritable identité de cet anonyme? Même le directeur est troublé par cette révélation. En effet pour pouvoir maîtriser ces deux formations il ne faut pas seulement réussir la 6e épreuve mais aussi, il faut accéder au manoir des directeurs. Alors vous me demanderez, qui est vraiment cet anonyme? Eh bah, vous pouvez chialer comme vous voulez je vous dirai pas. Soudain toute la foulée est surpris de telle agitation en provenance du portail central, même le directeur est un peu choqué. C'était pas prévu pour demain? Putain encore heureux qu'il ait réuni ses témoins. C'est 15 jours plus tôt que ce qu'avait prédit l'aîné Wanoi. Effectivement au portail du château du culte démoniaque, la majorité des habitants se trouvant sur place sont en joie car leur seigneur est enfin de retour,
Les drapeaux du culte suivi de la calèche démoniaque auquel est transporté le Sheoma actuel fait son entrée incroyable. Pour le directeur au christianisme de notre protagoniste, il dit que c'est maintenant que la vraie bataille commence. Faut dire qu'à l'époque les gens étaient des gros imbéciles, hein. Regardez comment on transportait des connards qui perçaient des tonnes en plus, le tout on le vénère comme un dieu. Je dis ça, je dis rien. Chéon sait qu'il son père est rentré, mais c'est un peu bizarre quand même. Et la surprise s'allonge quand il aperçoit son ancien maître sur un cheval. C'est trop bizarre. Un guerrier tel que lui se retrouve blessé à l'œil droit, sans compter que son teint est anormalement pâle. Que s'est-il vraiment passé lors de cette expédition? Y a pas que c'est Hogmeng qui est blessé, hein. Ils sont sains et saufs jusqu'au 3e aîné, mais à partir du 4e, c'est la cata. On dirait que la 5e aînée connue sur le nom de Hang Soyu, a même perdu son bras. Minku n'arrive pas à voir son grand-père parmi les rescapés. Se pourrait-il qu'il soit mort pendant cette expédition? Mais celui-ci est sain et sauf et se porte même très bien contrairement aux autres. Ce qui montre que les 6 clans principaux c'est que du pipeau en ce qui concerne la puissance, sauf quand même pour le chef du clan de l'épée et celui des ténèbres. Retenez bien que ce sont des monstres de puissance. Et vous allez bientôt savoir le pourquoi. Dieu merci, il va bien. Il a l'air épuisé mais pas gravement blessé. Le directeur a l'impression que celui qui manque à l'appel est le 7e aîné connu sur le nom de Gong Seong-woon, mais il imagine qu'ils vont bientôt découvrir ce qui s'est passé là-bas. Par ailleurs, pour Mu Jin-won, chef du clan des ténèbres et premier aîné, il se demande pourquoi le clan des ténèbres n'est pas venu les accueillir. C'est pourtant pas le genre de sa sœur. Pauvre connard, elle est maintenant à 6 pieds sous terre. Je ne sais pourquoi mais j'ai un très mauvais pressentiment. Mais qu'est-ce Y a que c'est quoi que ce avec délire? vous, chez nous? Effectivement, ce qui les fait chier comme ça est qu'une marmaille de personnes inconnues de nous potentiels internautes viennent de débarquer. La plupart des personnes se demandent pourquoi l'alliance du Murim se trouve chez eux. De plus, ils n'ont même pas envoyé des messagers comme la dernière fois. Rentre chez vous. Pour celui-ci dont on ne sait pas encore le grade, n'imaginez pas une telle accueil. Et bah bonjour l'hospitalité, hein. Même notre protagoniste ne comprend rien. À la surprise de Eobong, le 11e aîné dit que les choses prennent plutôt une tournure intéressante. Chéon lui demande s'il est au courant de quelque chose. Il n'est pas sûr à 100% puisque le secret est tellement bien gardé, mais il est possible que le culte finisse par s'unir avec l'alliance du Murim. Une alliance avec eux, mais comment ça? Un peu plus tard au grand palais du culte démoniaque, le décor est tellement délicat prouvant qu'il va y avoir du drabuge. Un élite des forces spéciales et gardien du hall annonce l'arrivée du 9e aîné. Et entraîner des clans supérieurs et intermédiaires, ça sonne plutôt la bonne humeur. Celle-ci avec son bras coupé ne peut pas fermer son clapet disant que les autres aînés sont en retard, qu'on lui répondirent avec le chef de clan des enfers, que ça se comprend puisque le chef du clan de poison n'a pas participé à l'expédition, il doit être de mauvaise humeur. Le garde continue annonçant le 10e aîné, le 11e et le 12e. Celle-ci constate que Baeko est devenu à force de rester cloîtré au banc proche des faibles, alors que le chef de clan des enfers est choqué. Au pas du vétéran à la marche sur une allure de confiance et charismatique, la plupart des gens ici n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Que fait ce morveux ici? Et où est le Baeko? C'est quoi tout ça? Tout poliment, notre protagoniste salue ses chers aînés. Il les fait comprendre qu'il est le nouveau 12e aîné du conseil. Où aurait-il réussi la 6e épreuve? Est-ce la raison pour laquelle il n'y avait aucun membre du clan du poison? Sauf qu'ici la tension était à son paroxysme à la vue d'une telle boucan. C'est pas ce déchet de Chéon et Owoon d'une salope de concubine, celui-là même qui a tranché le bras du petit-fils de ce dernier faisant partie du clan de la lame. Pour le chef du clan des enfers, il n'arrive pas à croire que ce fumiose se présentait alors qu'il n'est qu'un vulgaire insecte d'une pauvre servante. Comment se fait-il qu'il soit devenu un aîné? Elle ne sait comment il s'est pris, mais il n'ira pas loin car personne ici ne l'acceptera comme aîné. Mais à leur plus gros désarroi, le chef du clan du point démoniaque connu sur le nom de Go Wangien, qui n'est d'autre que le père de Go Wangel, salue le nouveau 12e aîné. Un autre de la porte de l'ouest salue également le nouveau 12e aîné. C'est un énorme plaisir qu'il soit à leur côté. Plusieurs autres aînés du culte sont ravis de rencontrer le fameux Chéon et Owoon. Vrai dire, les subordonnés de notre protagoniste ont bien fait leur travail. La plupart des aînés ici sont les parents des subordonnés de Chéon. Donc la mission que Chéon avait donnée à Go Wangel et Eobong était de les rallier à sa cause. Pour le chef des enfers, ça dépassait complètement les bornes. Comment ces enfoirés osent les tourner le dos? Bordel, que s'est-il bien passé pendant qu'il était absent? Cet insecte qu'ils auraient écrasé à tout moment. Qui aurait pu croire qu'il deviendrait aussi menaçant? Pauvre salaud, tu ne perds rien pour attendre. Comme il fallait s'y attendre, ce fut le tour du seigneur actuel de faire son entrée charismatique dans le hall. CP a été rassuré puisqu'il voulait montrer qu'il est en parfait état avant de s'asseoir sur le dit trône qui lui est dû, lequel tous les membres du culte démoniaque souhaitent longue vie au culte. D'un geste de la main en tant que démon suprême montrant son autorité, le grand gardien interprète demandant aux autres de s'asseoir. Notre protagoniste, se sachant déjà aîné, ne compte pas se faire prier pour s'asseoir. Mais il a tout de même remarqué une chose. Que se passe-t-il avec la respiration du seigneur? A-t-il lui aussi subi des blessures internes? Ça a l'air moins grave que celui des autres aînés, mais s'il se fit à son teint, sa paix a l'air d'être la grande forme. Donc il fait tout pour camoufler sa souffrance puisqu'il est le seigneur du culte, donc doit jouer son rôle. Au loin vers la place centrale, la surprise ne cesse de continuer. Seong Meng n'en croit pas ses yeux. Nom d'une baleine de bois, qu'est-ce qui se passe?
Vu le niveau de ce gamin, le professeur se rend compte que l'élève a dépassé le maître. Merde, il ne peut même plus le traiter de morveux. Soudain, notre protagoniste à son plus gros chromatisme fut supprimé et n'était pas le seul à être autant surpris car tout comme les aînés, le seigneur est tout bonnement choqué. D'après Chéon, son père ne le montre pas mais il est sûr qu'il camoufle sa surprise. Pour tuer l'attention et savoir toute l'histoire, on demande des informations sur ce qui s'est passé au 9e aîné Sama, surtout qu'il donne des explications convaincantes, et le blabla qui s'ensuit vous le connaissez assez bien pour ceux qui étaient attentifs. Après quelques minutes, il les fait comprendre qu'à l'heure actuelle qu'il parle, il n'y a plus aucun membre du clan de Poison et des Ténèbres après leur conflit. Quoi, son fils Han Yujik aurait été tué par le clan de la Lame et celui du Poison. Yanga se serait fait écraser la tête par la technique de la paume destructrice des nuages sombres. Si tout le monde était choqué et pleurait pour leur enfant mort pendant le conflit, le chef du clan des Ténèbres était tout bonnement dévasté. Mais c'est impossible, elle n'aurait jamais attaqué le clan de Poison alors qu'elle est plus rusée que quiconque. Et tout sera fut parce que Muon a tué Baek Cheolgu. Certes, il y avait des traces de l'épée droite dans la main gauche, donc les raisons claires, mais il n'arrive vraiment pas à y croire même en entendant cela. Le seigneur lui est plutôt satisfait que cette pute rusée soit tombée de cette façon. Le directeur trouve que notre protagoniste est un génie puisque son plan se porte à merveille. Désormais, ils n'auront plus jamais les mêmes relations qu'avant puisqu'ils sont persuadés d'avoir été trahis. Le 9e continue disant que Chéon, conformément à leur tradition, est entré en fonction en passant la 6e épreuve et sa nomination a été repoussée à l'absence du seigneur, donc à présent qu'il le nomme vice-chef. C'est une énorme objection. Elle les fait comprendre que le conseil n'est pas une cérémonie de nomination car ceux-ci doivent discuter entre aînés avant de prendre une décision, et évidemment le seigneur qui lui a passé toute sa vie à essayer d'affaiblir les 6 clans principaux trouve une bonne occasion de les rabaisser en appelant son fils. Sans hésiter un instant, le voilà devant son père prêt à recevoir ses bénéfices. De ces mots par les pouvoirs du 23e seigneur du culte démoniaque qui lui ont été conférés, il nomme Chéon Eohon 12e aîné du culte. Il attend de lui une loyauté absolue envers le culte. Est-ce qu'il est prêt à se sacrifier pour ce culte? À haute voix il répondit que oui. À vrai dire, on va pas se mentir hein. Le seigneur ne comprend comment un simple pion est arrivé jusqu'ici. Mais bon, puisqu'il est devenu un aîné, s'il a un souhait qu'il le dise maintenant, il va pas se faire prier davantage direct, il lui demande de l'accorder le poste de vice-chef. Attends, quoi? Mais on lui demande avec les autres aînés qu'il nomme Chéon Eohon vice-chef car il possède les 3 témoins conformément aux lois du culte. Le chef du clan des enfers se rend compte que c'est ce que Chéon visait depuis le début. Il peut comprendre pour Sama Eui car c'est un grand politicien, mais que vient faire Eon Muwa et Wan Eui ici? Il aurait réussi à convaincre les personnes les plus étranges et les plus incontrôlables du culte. Seong Meng est plutôt fier de son disciple. Dans une telle situation, ils n'ont aucune raison de s'opposer à la décision. S'ils tentent quoi que ce soit de stupide, ils ne feront que perdre en crédibilité. Désormais, avec l'approbation du seigneur, le pire des scénarios se produira pour eux. Est-ce que les 3 témoins reconnaissent-ils le 7e fils illégitime à ce poste? À haute voix ils disent qu'ils reconnaissent le jeune maître Chéon Eohon comme compétent pour devenir vice-chef. Bon, le seigneur s'attendait pas trop à ça. Mais puisqu'il est le seigneur, il va quand même le nommer, mais à sa surprise une intention meurtrière se fit ressentir, lequel le premier aîné chef du clan des ténèbres se rend compte que ce fils de merde de Chéon Eohon a demandé ce souhait comme s'il attendait ce moment depuis le début. Comme il le pensait, c'est ce bouffon qui a tué tout le monde. Soudain une épée fut placée juste à côté de sa gorge que le gardien de l'Ouest lui demande de calmer ses intentions meurtrières. Comment ose-t-il se comporter de la sorte au palais royal, surtout en présence du seigneur? Mais ces mots, il s'en fichait royalement. Il hurle à notre protagoniste qu'il croit vraiment qu'il ne voit pas à travers de son plan. Le snobant, il passe juste son temps à l'observer, avant d'afficher un léger sourire, ce qui a eu le don d'énerver encore plus le chef du clan des ténèbres, mais par télépathie on lui demande de fermer son clapet. Comment ose-t-il se comporter de la sorte en sa présence? Cherche-t-il à mourir? Devant les mots glaçants du seigneur, il ne pouvait rien faire, seulement s'engenouiller, disant qu'il s'est mal comporté. Il prie le seigneur de pardonner son insolence. Maintenant qu'il a présenté ses excuses, qu'ils retournent tous à leur place, que le gardien de l'Ouest, sachant qu'il s'est calmé, range son épée avant que lui et Seong Meng décident de foutre le camp, sauf que lui n'était pas satisfait de tels méfaits. D'un mouvement très rapide que celui-ci n'a rien compris, lequel n'arrive pas à croire que le premier aîné désobéit aux ordres du seigneur alors que celui-ci voulait à tout prix écraser la tête de ce fils de merde qui se croit tout permis. Croit-il vraiment qu'il ne voit pas dans son sale jeu de merde? Bon, c'est pas forcément ce qui s'est passé, je vous explique. Quand le directeur a soudainement rangé son arme et que lui et Seong Meng se dirigèrent vers leurs places respectives, le chef du clan des ténèbres se dit qu'il va tout révéler concernant la mort des fils des différentes familles et après ça le mettre en pièces, mais par télépathie on lui fait comprendre qu'il a tout juste. Notre protagoniste, arborant un sourire malicieux, lui fait savoir qu'il a vu juste car c'est lui qui les a tous tués. Est-ce qu'il comprend? Sa sœur est morte avec tellement de souffrance. N'en parlons même pas pour son fils. Il peut fouiner comme il veut mais il ne l'attrapera jamais. C'était vraiment de trop pour le premier aîné. C'est pour cela qu'il a décidé d'en finir une fois pour toutes, s'en foutant qu'il soit en présence du seigneur. Tout ce qui l'anime est la pulsion de tuer le 7e fils illégitime du culte. Le gardien de l'Ouest essaie tant bien que mal de le stopper dans sa folie, mais avec la paume destructrice des nuages sombres il lui demande de foutre le camp, enchaînant celle-ci en plein dans le bide. L'effet de surprise était de trop pour le directeur, lequel cracha du sang en énorme quantité, bien abasourdi.
De la main droite il maniait les connaissances de l'épée démoniaque et par celui de gauche c'était la lame sans pitié mettant dans l'embarras le seigneur et le grand gardien là où celle-ci se demande si c'est vraiment l'épée démoniaque qu'elle connaît. Notre protagoniste se rend compte que la technique a tellement évolué. Est-ce la technique qu'il connaît? Mais il se laisse pas faire par l'attaque du premier aîné lequel les mandibules de ce dernier montrent qu'il est en pleine crise de colère. Les attaques d'une violence terrible se sont suivies très rapidement là où ce dernier se demande comment un bâtard comme lui peut-il connaître ces techniques. Mais bon, ce genre de détails on s'en fout lors d'un combat épique, il aura tout le temps pour ça. Mais croit-il vraiment que c'est seulement les connaissances de l'épée démoniaque qu'il a comme atout? Notre protagoniste avait ressenti le danger lequel les trois attaques magnifiques de ce dernier très rapides ont eu raison du jeune corps de Chéon là où la douleur était à son paroxysme laissant gicler du sang en énorme quantité. Reculant en arrière très rapidement notre protagoniste se rend compte que son adversaire utilise les connaissances de l'épée démoniaque et la lame sans pitié du clan des ténèbres. C'est comme s'il se battait avec deux mains. Sans la nanomachine qui lui dit que la régénération des blessures causées par les ondes d'énergie sont terminées, il serait en mauvaise posture. Maintenant qu'il est blessé, le premier aîné va l'achever même s'il ne sait comment ce bâtard connaît ses techniques. De la main droite toujours les connaissances de l'épée démoniaque sauf que de la main gauche cette fois-ci ce sont les 24 épées démoniaques première technique. En les fusionnant avec épée gauche dans la main droite ça donne un technique secret que même le seigneur ne pourrait le bloquer facilement. Il lui hurle que cette fois-ci qu'il meurt. Celle-ci se rend compte que le jeune maître ne pourra pas bloquer ça, mais si notre protagoniste ne peut l'arrêter avec les 24 épées démoniaques il ne lui reste plus le choix. Celui-ci avait compris très vite le danger là où déterminé comme jamais Chéon avait une fois de plus viré en antagoniste matérialisant un sabre de cuit mettant l'aîné Wanoi dans une transe d'incompréhension. Les attaques pleuvaient de partout sous la dominance du nouveau 12e aîné qui montre ses crocs à tous le public constitué d'enfants aînés. C'est une technique qui vise seulement ses angles morts. Il ne peut résister à ce genre d'attaque, c'est normal puissance à part Chéon personne d'autre ne maîtrise ces techniques. Mais s'il pense que parce qu'il le domine maintenant il va le laisser la vie sauve il se met le doigt dans l'œil car l'antagoniste comme je l'ai dit voulait absolument l'écraser. Il ne connaît pas le nom de cette technique mais lorsqu'il l'exécute ça ressemble à mais celui-ci essaie de supplier pour sa vie au dernier moment sauf que l'antagoniste de sa magnificence avait matérialisé un dragon mythique grâce à sa technique qui a eu raison de son adversaire. Dans les airs entourés de matière organique du premier aîné le seigneur suivi du grand gardien était tout bonnement choqué. Ils étaient pas les seuls la plupart des aînés des 6 clans principaux restants avaient perdu leur français. Les morceaux du cadavre de l'ancien premier aîné déjà bien déchiqueté pleuvaient de toutes parts. Seong Meng dit avoir peut-être halluciné mais on dirait qu'il a vu un dragon pour de vrai. Mais où est-ce qu'il a bien pu apprendre une telle technique ultime? Bizarrement il la voit pour la première fois mais ça a plutôt l'air familier. Le directeur qui lui avait été projeté hors du palais n'en revient pas plus qu'il voit la technique du dieu du sabre pour de vrai. Ce gamin n'a pas seulement étudié cette technique mais l'a aussitôt maîtrisée. Son talent est un don du ciel. Le grand gardien dit au directeur qu'ils doivent se voir après et discuter. Il doit absolument lui dire tout ce qui s'est passé à son absence. Qu'il lui rétorqua positivement. Wanoi se dit qu'il va montrer la valeur de son vice-chef à tous les autres chef de clan, puisqu'il a profité de cette réunion pour éliminer un obstacle. À présent il ne reste plus qu'à détruire les forces restantes du clan des ténèbres pour anéantir son existence à jamais. Il faut dire que le seigneur ne s'y attendait pas. Certes il s'était mis en retrait pour les arrêter en cas de crise. Mais à ce rythme la liste des 5 plus grands maîtres du Murim va être chamboulée. Et les arts martiaux de son fils pourraient très bien même le menacer. Il va l'observer encore un peu. Mais un pion incontrôlable n'est qu'inutile. C'est inadmissible. Tuer un aîné du culte surtout en présence du seigneur dans le hall est un crime impardonnable. Le chef du clan des enfers lui demande de s'engenouiller et admettre son crime. Notre protagoniste se rend compte qu'ils ont raison même s'il était en danger c'était pas la meilleure façon de régler le problème. Mais bon il va le faire mais pas comme ils attendent. Il fait comprendre au seigneur qu'il a agi comme ça parce que sa vie était menacée, qu'il le pardonne de son impolitesse. Ricanant il se dit qu'il peut montrer les vertueux comme il veut mais le seigneur déteste quand on joue avec son autorité. Il va bientôt comprendre le gourou de son père. Mais des pattes se sont fit entendre lequel le directeur hurle au seigneur de le punir à la place de Chéon car il n'a pas pu empêcher ça alors que le jeune maître était en danger. Ceci n'arrive pas à comprendre. Il a recruté le gardien de l'Ouest en plus des aînés. Son père lui fait comprendre qu'à cause du directeur, il passera l'éponge pour cette fois. Mais tous ici présents ont vu que le premier aîné a attaqué son fils en premier surtout sous ses yeux n'est-ce pas? Mais bon il a déjà payé le prix qu'ils en restent là. Tout de même qu'il soit averti. Toute forme d'insolence dans le grand hall sera vue comme un affront à son autorité. Est-ce que c'est clair pour eux? N'ayant pas le choix ils lui font comprendre qu'ils ont compris. Ah aussi, Chéon et Oun a prouvé sa valeur alors en tant que 23e seigneur, il le nomme vice-chef du culte démoniaque. Après cette histoire tragique entre Chéon et Oun et le premier aîné, il est maintenant temps de commencer la réunion du conseil. Normalement la cérémonie d'intronisation se déroule devant les membres mais elle a été remise à plus tard à cause d'affaires urgentes. Encore heureux que Chéon puisse garder sa position d'aîné puisqu'il n'y a pas de remplaçant de l'ancien 12e aîné, parce que contrairement aux vice-chefs les aînés sont les seuls à discuter d'affaires internes du culte. Les aînés des 4 grands clans restants ont objecté de toute leur force mais le seigneur en a fait abstraction. Le grand gardien demande à ce que la réunion puisse commencer mais le seigneur lui dit d'abord d'attendre. Ne voit-il pas que le vice-chef a perdu beaucoup de sang? Il doit d'abord se faire soigner.
Évidemment notre protagoniste ça l'embête un peu mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut quand même pas les révéler que la nanomachine l'a déjà soigné donc il va coctempérer. De toute façon il demandera les informations de cette réunion plus tard à Wano. Il remercie tout de même son père de penser à lui dans ce genre de situation. Mais au fond il est plutôt heureux d'être maintenant sur le même pied d'égalité que ses fils de merde des 6 clans principaux. Quelques minutes après notre protagoniste après avoir fait son pansement fictif bien entendu, rencontre ses subordonnés qui lui demandent s'ils se portent bien puisque les rumeurs disent qu'il y a eu un combat dans le hall royal. Voulant les expliquer la dite situation une servante l'interpelle le surprenant disant que le garde Jean s'est finalement réveillé, à peine attendu il s'était dirigé au lieu où le dit maladif résidait. Ouvrant la porte très rapidement il n'arrive pas à croire qu'il s'est enfin réveillé là où ce dernier n'ayant plus aucune dent dans la bouche n'arrive même plus à prononcer son nom avant qu'il continue quoi que ce soit chez on l'avait déjà enlacé lequel en larmes il lui fait comprendre qu'il l'a fait à présent. Puis à sa surprise il lui dit qu'il n'a plus besoin de lui, il est un grand maintenant. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a encore besoin de lui pour le protéger, mais étant abattu il lui dit qu'il ne peut plus. C'est normal puisqu'il a perdu quelques doigts et orteils de plus son dadian a été brisé. Ah oui sans oublier plus ses dents. Quand notre protagoniste était petit le garde Jean a sacrifié sa vie pour lui donc il ne peut pas le laisser vivre comme ça. Donc il demande à la nanomachine s'il y a une méthode pour réparer un dadian cassé. Elle lui fait comprendre qu'elle doit d'abord procéder par une analyse complète mais pour ce qui est de ses dents il y a bien une solution. De ce fait il a besoin de les remplacer par des implants ou des fausses dents. Le transfert des données sont immédiatement transférées au cerveau de l'utilisateur. Et dire que de telles techniques existent, même s'il ne peut rien faire pour son dadian mais c'est déjà quelque chose s'il peut soigner ses dents. Ah c'est vrai il allait oublier. Il voulait l'annoncer la bonne nouvelle avant tout le monde, en fait il a été nommé vice-chef du culte démoniaque aujourd'hui. Celui-ci étant très malade n'arrive pas à comprendre ses plaisanteries. Mais il lui dit que c'est pourtant vrai. Il a bel et bien remporté la bataille des héritiers et a été nommé vice-chef aujourd'hui même. Alors là c'était un choc pour le garde Jean qui est parti dans les vapes direct en entendant cela. La nanomachine dit que la circulation du sang au niveau du cerveau a soudain diminué ce qui a causé un évanouissement. Cela se produit généralement lors d'un très grand choc. Notre protagoniste ne pouvait savoir que c'est ce qui arrive quand on a un très grand choc. Mais bon il fera attention la prochaine fois. 2 heures plus tard Wanoi, Samaui, et la 10e aînée viennent encore le féliciter pour son exploit incroyable et sa promotion. Faut croire qu'ici personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Attends personne ici n'était au courant, et bah ça pour une surprise c'est une énorme surprise. Pendant que Samachak essaie de le féliciter Minku hurle pourquoi il ne les a rien dit surtout à elle. Mais Obong dit qu'il doit fêter ça. C'est effectivement une excellente idée seulement pour aujourd'hui ça sera plutôt compliqué. Pour info les aînés et le vice-chef assisteront à un banquet important ce soir car des personnalités importantes de l'Alliance du Murim seront présents. Au fait lui est ici pour l'informer de leur décision au conseil. Il semblerait que l'Alliance a finalement été acceptée. Si c'est le cas ça veut dire qu'au moins 70% des aînés ont voté pour. De toute façon Wanoi lui fait savoir qu'il n'avait pas le choix. Pourquoi il s'est passé quelque chose? Il lui fait comprendre que oui, ils ont perdu la province de Zhejiang et Anhui. Chéon lui demande si c'était l'œuvre des forces du mal. Pas du tout, c'était plutôt une faction inconnue. Quoi? C'est pas une force majeure comme le culte démoniaque ou l'Alliance mais une simple faction? La province de Zhejiang est un territoire du culte démoniaque lequel compose 9 branches. Nangun Seon l'un des 17 meilleurs maîtres de l'Alliance du Murim vit dans la province de Anhui. Tellement il est monstrueux on le nomme l'épée incarnée, surtout que son clan et 15 autres occupent la région. Dans ces frontières où résident les 3 grandes forces de l'Alliance du Murim des guerres éclatent souvent et tout le monde est en état d'alerte. Récemment même 3 branches du culte ont été attaquées à Zhejiang simultanément par une faction inconnue. Le culte pensait que c'était une attaque de l'Alliance du Murim et ont demandé du renfort à 2 autres branches voisines de Jiangxi et à 6 de Zhejiang. Cependant ils se sont fait tous massacrer à moins d'une semaine. Les hauts placés du culte ont conclu que c'était l'œuvre de l'Alliance du Murim et se sont préparés pour la guerre, mais au même moment les envoyés de l'Alliance apportèrent une nouvelle encore plus choquante. Tout comme le culte ils ont perdu leur territoire et Nangun Sun l'un des 17 meilleurs maîtres du Murim est mort lors du combat. Ils pensaient que c'était l'œuvre du culte du coup ils sont venus se plaindre. Belle vision de la justice. Au lieu de s'inquiéter pour la guerre tout ce qui les intéresse est l'honneur. Alors c'est là qu'ils ont découvert qu'une autre faction existait. Oui et donc ont proposé une crève au moins jusqu'à ce qu'ils récupèrent leurs domaines respectifs. Le culte a donc accepté leur offre et ont mobilisé leur force principale pour le coup. Notre protagoniste imagine qu'il sait pour récupérer leur région n'est-ce pas? En effet il voulait les prendre par surprise seulement ils ont échoué. Le seigneur et les aînés sont rentrés blessés. Gong Sun Woon est mort lors de la bataille même si on ne sait dans quelles circonstances. Inutile de dire que la chef du clan du Son a perdu son bras gauche. Donc ils sont obligés de créer une alliance temporaire puisqu'ils ont un ennemi commun. Et puis une fois la nouvelle répandue dans le Murim les forces du mal se tiendront à carreau. Ça c'est leur second objectif. Chéon lui demande s'ils savent quelque chose concernant cette nouvelle faction. Wanoi n'est pas trop sûr car sont tellement nouveaux dans le Murim mais d'après les dires, ils se faisaient appeler le clan du sabre. Au même moment au palais plus précisément au bureau du grand gardien, le directeur venait effectivement de lui raconter ce qui s'est passé à son absence surtout dans les moindres détails. S'il se fit assez dire ça veut dire que le vrai successeur qu'il attendait est finalement apparu. Le directeur trouve sa réaction plutôt étrange alors qu'il vient d'apprendre que le successeur de Sheoma et du démon de l'épée est le vice-chef, mais il lui demande tout de même ce qui se passe.
Il lui dit que ce qui l'inquiète est le clan du sabre. Ce nom le dérange tant que ça, effectivement, puisque l'un de leurs membres a tranché le bras de la 5e aînée et crevé l'œil du gardien de l'est, bien sûr que ça l'inquiète. En arrivant à Zhejiang, ils ont bougé en toute discrétion sans annoncer leur avenue, seulement ces bâtards les attendaient. Certes, ils étaient formés avec les piliers du culte en première ligne, c'était du gâteau. Enfin, jusqu'à ce que 3 maîtres supérieurs firent leur apparition utilisant des arts martiaux différents tels que l'art des griffes, l'art de l'épée, et l'art de la peau. Ils tuaient les chefs de brigade en un éclair, faisant réagir les aînés qui sont allés à la rescousse. Seulement il fallait 2 aînés pour gérer un maître de ce clan. Dire à quel point ce sont des monstres. Ils étaient sur un pied d'égalité jusqu'à la mort du 7e aîné et la perte du bracelet de la 5e. Le seigneur et lui ont dû s'interposer au final. Celui-ci que combattait le grand gardien était un utilisateur d'épée, lequel en le combattant il a réalisé une chose, leur technique place une pression extrême sur le corps. Comme il peut le voir, elles viennent tous du même article. Quoi? On dirait une technique de sabre. Exactement comme celle du dieu du sabre utilisée par Chéon contre le premier aîné. Même avec sa technique de déplacement, il n'a pas pu l'esquiver. Le problème, c'est l'utilisation. S'il avait utilisé un sabre plutôt qu'une épée, il serait pas là à raconter ses dires et aurait connu le même sort que le premier aîné. Plus tard dans la nuit, dans le hall des banquets, tout avait été soigné car comme vous le savez, les membres du Murim seront bientôt là. Le seigneur attendait ses soi-disant alliances du Murim accompagnées de ses fidèles gardes du corps. Ai-je oublié? Notre protagoniste est aussitôt présent. Seulement il n'aime pas être trop cette place parce que son père ne cesse de le fixer. Wanui ne peut fermer sa gueule comme d'hab, disant que ses vertements sont un peu chiants pour un banquet, non. Soudain on les annonce l'arrivée du 6e maître faisant partie du top 17 de l'alliance du Murim, connu sur le nom de Pung Cheong-woon et chef du clan Wazan, et un autre après lui toujours dans le top 17 étant 7e au classement, connu sur le nom de Moyon Gang, chef du clan Moyon. Derrière lui une foulée faisant même partir de son clan le suit à la hâte, lequel lui chuchote quelque chose à l'oreille. Sachez que ce genre de comportement est un manque de respect. Celle-ci s'approchant suivie de ses gardes qui font comme s'il était des gardes agréés. Vous allez bientôt comprendre le pourquoi je dis ça. Elle salue respectivement le seigneur du culte démoniaque se présentant comme la représentante de l'alliance du Murim et des forces de la justice. Le reste suit également saluant respectivement le seigneur du culte démoniaque. Il les fait comprendre que c'est également un honneur de les accueillir aujourd'hui chez lui. Par contre, ceux-ci avaient ressenti le danger vu la soif de sang que le seigneur dégage, faisant aussi valsiner Moyon Gang qui comprend que c'est pas de la rigolade. Il demande à celle-ci le pourquoi elle cache son visage. Étant désolée, elle lui présentait ses excuses disant qu'elle était tellement nerveuse à l'idée de le rencontrer qu'elle a oublié ses manières. Enlevant son chapeau de paille, on peut déjà apercevoir des jolies lèvres rose pâle suivies d'une magnifique jeune femme avec une expression douce mettant tout le monde non. Tous les jeunes chefs dans un charme incompréhensible. Le vice-chef du clan Moyon connu sur le nom de Moyon Hachu se dit intérieurement que ces enfoirés doivent admirer la beauté de la plus belle femme du Murim. Puisqu'ici il y a que des laides personnes. La plupart ici étaient tout bonnement ébahis par la beauté de cette femme. Mais d'un claquement des mains à leur surprise, ils détournèrent tous le regard disant qu'ils l'ont un peu trop regardé. Celle-ci se présentant à nouveau comme étant le 2e stratège de l'alliance du Murim salue le seigneur du culte démoniaque. Elle espère qu'il pardonnera son irrévérence. Si le chef de l'alliance du Murim envoie un tel invité, comment ne pas la saluer et la pardonner? Ils sont les bienvenus au culte démoniaque. Pour le clan Wazan, c'est effectivement une bonne nouvelle. Son ventre crie déjà même famille. Effectivement, le seigneur se réjouit puisque le maître Pung Cheong a raison. Concert immédiatement tous les invités du culte et que ça saute. Les aînés se présentent respectivement chacun à leur tour très poliment, mais autour de Wanui avec son sourire sadique, tout le monde était dans l'embarras total. Même si la plupart ici sont au courant de son caractère, ça reste tout de même embarrassant. Autour de notre protagoniste se présentant à son tour comme vice-chef souhaite également la bienvenue aux invités du culte. Quoi? La plupart ici n'étaient pas au courant que la succession avait déjà été décidée malgré leur réseau d'informations. Pung Cheong n'arrive pas à croire qu'un jeune gamin comme lui est un aîné. Où sont passés Baeko, le monstre des poisons à la canne démoniaque, et la double lame Mujinun? Moyon Gang comprend que le culte démoniaque ne plaisante pas. Il semble avoir seulement la vingtaine mais il est incapable d'estimer son niveau. Le vice-chef du clan Moyon n'arrive pas à savoir pourquoi il y a un autre monstre ici. Exactement comme cette personne. Ne me demandez pas qui est la personne qu'il parle, même moi suis pas au courant. Et même si j'étais au courant, vous direz pas. Plus loin, les gardes dont je parlais plutôt que ce sont des enfoirés incrustés, se disent que tuer un aîné ne suffira pas. En réfléchissant bien, ils doivent frapper là où ça fait mal. En voyant un jeune homme beau et vice-chef en plus, vous avez compris qu'il parle de Chéon bien sûr. S'il meurt là maintenant, ça fera un énorme vacarme. Le problème c'est que rien ne va se passer comme prévu de leur part. Vous devez comprendre le pourquoi, puisque Chéon c'est pas une bonne option. En tapant le verre, celle-ci avait réagi comme un signal, se levant subitement à la surprise de Pung Cheong, qui n'était pas le seul d'ailleurs, puisque Cheong suivi de la 10e aînée était complètement abasourdi. Poliment, elle demande à l'aîné Muwa de l'excuser un instant, mais vous connaissez Wanui qui ferme jamais son clapet, demande la raison. Tout de même, elle s'est reculée permettant son assise. Même les aînés de l'alliance du Murim sont plutôt perdus. Notre protagoniste se rend compte qu'elle pue l'alcool. Elle ne le purifie pas avec son ki, l'interpellant d'une voix douce. Elle lui fait comprendre qu'elle voulait à tout prix le rencontrer alors que lui ne comprend pas là où le vice-chef du clan Moyon est jaloux comme jamais, lequel celle-ci attirée se permet de caresser Chéon.
Étant timide comme jamais, il refuse ce genre de contact. Mais ça ne l'empêche pas de continuer son harcèlement puis celle-ci se rapproche. C'est plutôt embêtant pour notre protagoniste sauf qu'elle est décidée comme jamais. D'un sourire sadique son plan prend vie maintenant, lequel d'un mouvement très brusque avait attaqué de plein fouet notre héros. Non. C'est pas forcément ce qui s'est passé, je vous explique. Vous vous souvenez quand je disais Ochéon n'est pas une option? Et effectivement, quand notre protagoniste trouvant sa réaction plutôt embêtante, il a demandé immédiatement à la nanomachine pourquoi celle-ci agissait de la sorte. D'après l'analyse faciale, on lui dit que son iris se contracte et ses yeux montrent des mouvements anormaux. En d'autres termes, elle est sous hypnose et reçoit des suggestions hypnotiques. Ça veut dire qu'on la commande en français simple. Donc au moment où celle-ci l'a attaqué brusquement alors que Chéon était même déjà préparé à cette éventualité, lequel les aînés hurlent le nom de leur stratège, sauf que notre protagoniste par son petit coup comme si de rien n'était désarme celle-ci au passage. Alors comme ça quelqu'un la contrôle, reculant en arrière préparant un nouvel assaut, notre protagoniste demande à la nano si c'est possible de la libérer, qui lui rétorqua positivement. Soit l'hypnotiseur le fait, soit on la décharge d'électricité pour la réveiller. Ok, il va tenter le coup. Le temps qu'elle revienne à l'assaut, on l'avait déjà bloqué à son plus gros désarroi, la soumettant par la force. En panique, on supplie le vice-chef d'arrêter. Pour une fois que Wanoi gronde quelqu'un, il les hurle pourquoi leur stratège attaque leur vice-chef. Pendant qu'ils faisaient un vacarme assourdissant, on les observait de loin. Putain, ces enfoirés ne doutent même pas qu'ils ont été piégés. Je vous spoil tout de suite, ce type va mal finir. Demandant à la nano d'émettre une décharge électrique, alors personne n'attendait une telle chose, d'autant plus que l'électricité personne ne connaît ça ici. Le chef du clan des enfers les demande qu'est-ce cela signifie. De loin il se dit que notre protagoniste a lui-même empiré la situation. C'est parfait, il n'a même pas eu besoin d'en rajouter. Ouvrant les yeux doucement, celle-ci venait de tomber disgracement au sol. Qu'elle demande ce qui venait de se passer. Est-ce qu'elle a trop bu? Celui-ci est plutôt troublé. L'hypnose a disparu, mais l'autre lui dit de se calmer et de passer au plan B. Alors que celui-ci était en train de relever la femme qu'il aime, un autre bruit venait de se faire entendre, lequel c'était le tour du vice-chef cette fois-ci de perdre la boule, cet enfoiré qui ose attaquer leur stratège. Il se prend pour qui? Sauf qu'en un mouvement de sa part, l'aîné Wanoi l'avait déjà désarmé à son plus gros chromatisme, disant par la suite que ce jeune homme semble les sous-estimer. Hurlant sauvagement, il lui demande de le lâcher. Mais en conclusion, on l'a évanoui d'un coup à la nuque. Va sans dire que c'était déjà terminé pour lui. Donc lui aussi est devenu subitement fou. Ça veut dire que l'hypnotiseur se trouve dans les parages. Alors il demande à la nanomachine de passer en mode écoute télépathique. De loin il n'arrive pas à suivre. Il doit causer un bordel, bon sang. Le bâtard a commis une erreur très grave. Il demande à son seigneur par télépathie s'ils doivent passer au plan C. De toute façon ils n'ont pas le choix, mais à sa surprise notre protagoniste s'était déplacé rapidement, broyant presque son cou sur la réaction qu'ils ne comprirent pas trop ce que ça veut dire. Il pensait réellement qu'il ne pouvait pas les remarquer. Pour info, il voit pas de quoi il parle. Pressant encore plus fort son cou qu'il ne se fout pas de sa gueule. Au désarroi de celui-ci, puisqu'il a parlé par télépathie, on lui demande c'est quoi le plan C. Mais Moyon Gang lui demande d'arrêter s'il a bien une bonté. Certes l'Alliance du Murim a fait une erreur, mais il ne peut quand même pas punir son garde si. Mais il lui demande si cet homme est vraiment le leur. Se levant avec la tête qui tourne encore un peu, elle dit qu'elle a jamais vu cet individu de toute sa vie. C'était vraiment terrible, que ça soit pour les aînés du culte ou pour les aînés de l'Alliance. Par télépathie, il fait comprendre à son seigneur qu'il faut à tout prix passer au plan C pendant que les autres cherchent les traces du point de mont de l'épée. L'autre abruti dit qu'il va l'aider. Quoi? Les traces du démon de l'épée? D'un claquement des mains soudain, même certains membres du culte ont été placés sur hypnose. Je pense que la plupart des abonnés ont quand même remarqué ces individus, non? Regardez, j'ai pas besoin de vous expliquer. Alors vous me demanderez comment ils sont tombés sur hypnose, n'est-ce pas? En tout cas vous allez comprendre. Ces bandes d'enfoirés de l'Alliance du Murim osent les attaquer. Maintenant la guerre est déclarée. Quoi? Ils étaient tous sur hypnose? Est-ce que claquer des mains donne cette réaction? Il se rend compte que tout a commencé depuis le début quand ce fumier a tapé sur ses mains. Mais comment ça pourrait suffire pour hypnotiser un grand nombre de personnes? Il doit y avoir autre chose. L'autre abruti hurle que le culte démoniaque les attaque, aux armes tout le monde. De ces dires membres du culte et Alliance du Murim, ça sentait le sang à des kilomètres. Même les aînés en position de combat étaient maintenant prêts eux aussi à en découdre. Très rapidement Chéon les hurle d'arrêter le combat, hurlant encore qu'ils sont tous sur hypnose. Mais Pung Cheong-Woon lui demande de quoi est-ce qu'il parle. Ne voit-il pas les actions étranges de la stratège et ce chaos est un piège pour qu'ils se battent entre eux? Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Que tous les aînés du culte et invités de l'Alliance du Murim ordonnent à ceux qui ne sont pas sur hypnose de ne pas se battre. En effet c'est parfait, mais pour les autres, notre protagoniste les fait savoir qu'il va lui-même s'en charger. D'un bond très rapide les laissant derrière, Pung Cheong demande aux aînés du clan Oisan et Moyon de le suivre, lequel exécutèrent immédiatement les dires de deux derniers. Là où Sama Ei demande à leur souverain ce qu'ils doivent faire. Mais ce dernier est plutôt en colère. Comment ces enfoirés osent-ils mettre les pieds chez lui? Le prennent-ils pour un faible? Perché sur le toit pour mieux comprendre la situation, Chéon se rend compte que c'est dur de les différencier. Mais la nanomachine n'a aucun mal à reconnaître les cibles sur hypnose. Dans les airs, il demande à la nano d'électrocuter immédiatement les personnes qu'il touchera. Le premier n'a rien vu venir qu'il s'est fait griller la cervelle, même si c'est pour leur bien, lequel pléthore d'autres avaient connu le même sort que leur compère, donc celui de faire griller. D'un mouvement très rapide, il n'avait pas encore terminé sa manœuvre, lequel la deuxième stratège de l'Alliance du Murim n'arrive pas à croire qu'une telle personne existe. Faut dire qu'ici on ne sait même pas ce qui s'est passé. Bon sang, c'est quoi cet enfoiré? Il annule l'hypnose dès qu'il touche quelqu'un?
Les supérieurs du culte et l'Alliance commencent à réagir à ce rythme donc n'ont plus le choix. Mais Chéon l'avait remarqué au dernier moment l'arrêtant par le cou puisque c'est son passe-temps avant broyer complètement sa tête en plein dans le sol qu'il voulut riposter mais il était déjà trop tard car son minuscule coup de poing dépourvu de force n'était quasiment rien lequel perdirent immédiatement sa main là où notre protagoniste lui demande s'il pensait réellement qu'ils peuvent sème le chaos. Pung Cheong-woon comprend que Chéon est sans pitié et ne montre aucune hésitation, mais bon il imagine que tous les membres du culte sont comme ça. On lui demande qui il est et d'où est-ce qu'il sortent, puisqu'en venant ici tous les assassins envoyés par le clan du sabre savaient déjà que leur vie était déjà terminée de toute façon, la seule chose à faire est de mourir que de se faire torturer. Soudain à son plus gros désarroi sa bouche ne peut plus se fermer lequel notre protagoniste lui dit qu'il sait que les enfoirés comme lui essaient toujours de se suicider là où sa dent avait volé grâce à la télékinésie. Il lui fait comprendre qu'il doit d'abord s'occuper de cette personne donc pour ce fait il le verra plus tard. Pendant ce temps au nord et de l'académie démoniaque plus précisément à la librairie il pleuvait des cadavres d'instructeurs absolument partout en énorme quantité bien sûr lequel le reste n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Ces enfoirés ont brisé la porte d'acier en forçant. Mais puisque le mécanisme s'est enclenché bloquant la porte avec du saphir ils n'ont pas de souci à se faire. Quoi? Ils sont tellement malades jusqu'à ce qu'il essaie de sortir, le saphir est 3 fois plus fort et épais que le monolithe, la plupart des techniques ne lui feront rien. Alors pourquoi est-ce qu'il a un mauvais pressentiment? La pression est tout bonnement impossible montrant le dévouement des assaillants lequel le soi-disant saphir plus épais que l'acier venait de céder laissant ceux-ci dans une transe d'incompréhension. Le directeur suivi de plusieurs instructeurs de haut niveau se dirigèrent vers les 10 lieux avant qu'une explosion soudain éclata sur l'endroit dirigé que le directeur les fait savoir qu'il part devant. Dans la sombre fumée des pas pouvaient s'entendre. Atterrissant sur les lieux il se demande tant bien que mal ce qui se passe alors que son regard abasourdi se plaçait sur 2 individus qui se tenaient devant le sourire sadique comme jamais. Il se rend compte directement que ce sont les gardes qui accompagnaient l'alliance du Murim. Comment un garde peut-il dégager une telle aura? Celui-ci lui fait comprendre qu'il en avait marre de se battre avec les menus frettins. Enfin il fait la rencontre avec un gros poisson. Les autres instructeurs de haut niveau qui étaient en arrière firent à leur tour apparition. Troublés ceux-ci n'arrivent pas à suivre. Des intrus dans le culte démoniaque, ce dernier les hurle à savoir ce qu'ils ont fait aux instructeurs du sous-sol en ricanant sadiquement. Il les fait savoir qu'il ne sait pas trop peut-être qu'ils sont parmi les cadavres se trouvant au sous-sol. Alors qu'il voulait se défendre le directeur d'un geste de la main lui demande de la boucler. Ce type n'est pas à son niveau. Il les demande si leur objectif était le sous-sol de l'académie démoniaque. Eh bah, il est plutôt fuité puisqu'il a vu juste. Il dit à l'autre qu'il part sur le champ lui s'occupe de vite fait avant de le rejoindre mais le directeur lance un assaut général contre les intrus alors qu'il préparait déjà une technique de son lequel rétorqua celle-ci de plein fouet sur ses assaillants broyant au passage tout ce qui s'y trouve. Voici à quoi ressemblent les effets secondaires dans les oreilles des instructeurs même si tout le monde n'est pas affecté, lui il a beaucoup d'énergie interne. Puisqu'il a quand même résisté à son attaque. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit que son cou avait été broyé qu'il les fait savoir qu'ils vont tous y passer. Celui-ci lui demande de la fermer car il va crever mais son minuscule attaque fut bloquée avec seulement 2 doigts lequel sur le choc décide de rebrousser chemin alors que le dit intrus n'avait pas encore terminé transperçant ce dernier arrogant au torse très rapidement à son plus gros chromatisme infini. Il les fait comprendre qu'ils ne valent pas mieux que ceux au sous-sol. Puisqu'il y a seulement des bouffons ici qu'il part car personne ne l'arrêtera. Le directeur très rapide les demande qui les a donné l'autorisation de partir. L'attaquant violemment avec une attaque complexe mais se rendir compte que quelque chose ne va rebroussant chemin immédiatement puisqu'il est quand même vigilant pas comme les instructeurs. Il lui dit qu'il est celui qui lui a donné l'autorisation de partir. Cette vitesse et ce mouvement c'était quoi? Il ne doit pas le perdre de vue. En ricanant il dit que lui non plus ne vaut rien. C'est donc ça le célèbre culte démoniaque? Pouf qu'il est déçu. On demande ici d'où est-ce qu'il sort, mais lui rétorque ici qu'il pose beaucoup trop de questions pour un mort. Tout de même en tant que gardien de l'Ouest il réussit quand même à parer l'offensive de ce dernier car s'il veut jouer avec le feu il va être servi pour dire qu'il n'est pas n'importe qui seulement l'autre-ci ne montre aucune faille et domine même. Le directeur en danger comprend que ce type le surpasse en toute position. Il comprend vite qu'il ne doit pas rester sur la défensive enclenchant le chapitre ultime de la flamme pourpre de l'épée mortelle qu'on l'apprécie ici car il montre enfin quelque chose d'intéressant. Jusqu'à là le directeur se trouve bloqué instantanément à son désarroi lequel remarque qu'un point se dirige sur son front mais la para de justesse au dernier moment même si ici l'assaut n'était pas encore terminé avant de recevoir d'innombrables coups en plein dans le bide. Rempli de négong il comptait terminer en beauté voulant le tuer de ce dernier coup lequel le choc était tout bonnement impossible à diriger pour n'importe qui. En genoux le directeur crachait pour la première fois du sang. Surtout en énorme quantité. Maintenant il comprend d'où est-ce qu'ils viennent tous. Ce sont les dirigeants du clan du sabre. Et pourquoi est-ce qu'il pense ça? C'est simple. Sa technique de poing ressemble beaucoup à celle d'un sabreur. Effectivement il avoue tout de suite. Il se nomme Saïen le maître du poing du clan du sabre. Le directeur avait vu juste. Il doit vite informer ses supérieurs seulement les blessures internes ne le laissent pas le choix. Alors que celui-ci était sur le point d'exécuter son adversaire un objet inconnu surgit de nulle part qu'instinctivement l'arrête puisqu'il est quand même un maître supérieur seulement. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. N'est-ce pas le type qui était censé partir avec le butin qu'ils l'ont dérobé au sous-sol? Ténu sur le toit il observait l'idiot qui se croyait tout permis de haut. Le directeur hurle le nom de son vice-chef disant qu'il est dangereux. Le vice-chef n'était-il pas censé être au banquet? Il est sûr que ces hommes n'auraient jamais parlé. Pas le choix il va devoir le tuer puisqu'il sait beaucoup trop mais Chéon d'un mouvement rapide s'était déplacé parant l'offensif mortel de ce dernier au dernier moment qu'il fut surpris
car quelqu'un vient de le bloquer, dans ce cas qu'il part alors s'il est toujours confiant. Quoi? Il retourne le ki de notre protagoniste contre lui? Le directeur risque de mourir s'il ne fait pas quelque chose maintenant, il doit utiliser toute sa force. Même lui est choqué d'un tel mouvement de la part d'un jeune homme lequel se rend compte qu'on l'a repoussé pour la première fois seulement avec la force brute. La nanomachine dit que la régénération des blessures internes est déjà terminée. Bah évidemment qu'il est blessé. Utiliser une telle force quand même? J'aimerais lui dire qu'il se trompe mais bon. On demande à celui-ci si ça va? Évidemment puisqu'il peut encore marcher. Alors si c'est le cas qu'il prenne ça et se dirige vers le seigneur et qu'il les prévient de la situation, lui va s'occuper de l'intrus, et avec la permission de qui? Exécutant directement les ordres du vice-chef, on lui demande pour qui il se prend de partir comme ça mais s'interposant à la surprise de l'intrus d'ailleurs, qui n'abandonne pas bien sûr puisqu'il est décidé comme jamais, chargeant une énorme boule de négong sur le directeur en fuite, mais notre protagoniste était déjà là puisque lui aussi a donné sa permission. Ça me fait penser au début quand il a fait la même chose au directeur, vous vous souvenez? Le bourreau a dit qu'il avait ordonné à son compère de partir. Maintenant c'est notre protagoniste de le rendre l'appareil en lui disant que c'est lui son adversaire à présent. Non mais quel petit rat. S'il pense qu'il va le pardonner pour ça juste parce qu'il est jeune, les attaques pleuvaient partout à une vitesse incroyable et des bruits assourdissants à un tel point qu'il se demande si ce gamin n'avait pas des blessures internes graves. Atterrissant, il doit pas le prendre à la légère. Enclenchant son wagon aux jambes à une vitesse encore plus puissante, s'apprêtait à détruire ce dernier qu'il réussit quand même à les esquiver de justesse même si le prochain coup s'apprête à l'abattre brusquement, sauf qu'il a rebroussé chemin très rapidement. En voilà un petit rat qui a vite compris. Mais on lui demande quel lien il a avec le dieu du sabre. Surpris, il s'attendait pas à ça. Ah merde, c'est pas ce qu'on l'avait dit puisque personne ne devait être au courant. Chéon ne comprend pas ce qu'il dit mais il est sûr que ce bouffon vient du clan du sabre. S'il connaît l'existence du dieu du sabre, ça veut dire que le culte démoniaque est vraiment leur ennemi juré, mais des cris de combat se firent entendre à des kilomètres. Effectivement, plusieurs attaques se déroulent en ce moment même dans l'enceinte du palais royal, lequel la garde brodée du culte cherche et élimine toutes sortes d'intrus. Putain, avec toute cette agitation il ne pourra pas s'échapper facilement. Qu'il soit gentil, qu'il accepte de devenir son otage, quoi? On dirait qu'il rêve debout sa parole. Seulement lui n'a plus le temps à papoter avec lui et va en finir du coup, lequel Chéon avait reconnu la deuxième technique du dieu du sabre, qu'il n'eut pas d'autre choix que de le bloquer avec la technique du démon de l'épée, c'est-à-dire les 24 épées démoniaques, donc l'épée de la providence. Les coups entre les deux titans étaient d'un niveau quasiment ridicule. Seulement même la technique du démon de l'épée ne cesse de s'affaiblir au fur et à mesure. Il lui faut pourtant une ouverture, mais celui-ci ne cesse de varier ses mouvements là où un coup de poing se dirigeait sur le visage de notre protagoniste qui la para de J au dernier moment. Maintenant c'est fini pour Chéon vu son sourire sadique, car d'un sérieux punch Chéon avait reçu pour la deuxième fois de son existence un coup très fatal, lequel abasourdi se rend compte que ça va trop vite. Je dis deuxième fois parce que la première fois c'est Mukeom, le prince du clan des enfers, qui le lui a infligé. Il essaie tant bien que mal de résister alors que ce dernier esquivait sans problème, lui disant que sa formation d'énergie ne sert plus à rien contre lui. La masse produite par l'onde des deux chocs était à couper les cordes vocales, lequel Chéon se rend compte que son épée est sur le point de rendre l'âme, même si on lui hurle ici qu'il n'est pas mauvais, seulement ne fera pas le poids contre lui. D'un sérieux punch une fois de plus brisant l'épée de notre héros, qu'ils comprirent qu'il est dans un impasse. Là où la noirceur de son regard déterminait immédiatement ses intentions diaboliques. Le même coup infligé plus tôt à un instructeur, Chéon venait d'en faire l'expérience, cracha du sang en énorme quantité à son plus gros désarroi. Même Mukeom ne l'avait pas infligé ça. Le choc était de tel qu'il fut envoyé en arrière à son chromatisme. Alors même avec ça ne suffit pas à le tuer, il mérite des compliments. Mais les techniques du démon de l'épée ne fonctionnent pas sur lui. Alors comme ça il connaît les 24 épées démoniaques, c'est décidé à présent. Le culte démoniaque ne peut rien contre leur plan désormais. Qu'il arrête de résister et de partir avec lui. Mais notre protagoniste venait de lâcher son arme cassée, lui demandant s'il venait de dire que le culte démoniaque ne pouvait rien contre eux. L'intrus n'arrive toujours pas à savoir d'où lui venait cette obstination. Bizarrement, les blessures de Chéon commencèrent à guérir instantanément, que même lui, un maître supérieur, trouvait ces méfaits impossibles pour ses yeux. La seule chose qui résidait dans sa tête est que ce gamin est dangereux. Alors il va devoir l'éliminer avant qu'il ne se régénère complètement, mais une fois de plus il avait invoqué la puissante lame de Chéoma, lequel l'assaillant avait ressenti un énorme danger. Devant lui se dressait un énorme monstre démoniaque jamais vu de ses yeux, là où le protagoniste avait viré en antagoniste une fois de plus, même si pour lui il se donne une chance mentalement de pouvoir gagner. Son minuscule coup n'avait servi à rien face à une telle puissance qu'il ne sut quoi dire et quoi faire, lequel son regard pouvait même déterminer. Voilà à quoi doit ressembler l'absolue puissance, car devant un être divin les déchets qui se croient tout permis doivent s'incliner. D'un seul mouvement violent du héros, surtout à la vitesse du son, l'autre aussi est tout bonnement frustré d'une telle puissance, car bien évidemment un énorme trou avait pris place sur le torse de ce dernier, qui comprirent trop tard qu'il aurait dû s'enfuir dès qu'il levait l'occasion. Notre protagoniste lui fait comprendre que ceci est le sort réservé à tous ceux qui osent insulter leur culte. J'espère que cette suite vous a plu. De mon côté, je compte soit continuer la série, soit faire une autre suite des autres manhwas que j'ai brusquement stoppé. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous nombreux et même partagez, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'on grandira ensemble. Bonne semaine à vous et on se dit à la prochaine.